Alors, j'introduis en quelques mots le professeur Gabriel Mini, qui nous fait le grand plaisir de venir. Et on l'a un peu pressé comme un serpent, parce qu'il vient de faire depuis son arrivée en France, c'était dimanche, après quelques problèmes de SNCF. Il a fait 21 heures dans le cadre d'un de nos masters, et on continue à presser le citron, si je puis dire, puisqu'il intervient. Donc, merci beaucoup, Gabriel. Gabriel, je pense qu'on ne le présente plus. Je crois pouvoir dire, sans risquer de démentir, que c'est un des chercheurs dans le paysage international les plus productifs. Je crois pouvoir dire qu'en moyenne, c'est quand même 10 papiers par an. Je dis bien par an. Nous, quand on fait 10 papiers sur les 4 ans, on est content, on a bien travaillé. Je ne suis pas tout seul. Non, mais d'accord, 10 papiers, je dis bien en moyenne par an. Des chapitres d'ouvrages, un nombre d'ouvrages considérable. Bon. Alors, c'est le père, évidemment, c'est le spécialiste de l'influence sociale, le père de la théorie de l'élaboration du conflit. Il a travaillé notamment sur la construction sociale et le développement social de la connaissance, et bien sûr sur les représentations sociales. Alors, ces bouquins, vous en connaissez certains. Il y a un bouquin vraiment de base qui devait s'appeler Influence sociale, la théorie de l'élaboration du conflit, je crois, chez Nestlé, mais c'était 93. Voilà, et ensuite il y a beaucoup d'ouvrages avec le Juan Pérez. Et puis je vous cite ces 2 derniers ouvrages. Si je me trompe, Gabriel, tu me rectifies. Société contre fumeurs au PUG, avec Falomir, et puis Des conflits pour apprendre, au PUG également, avec Darnaud et Zera. Merci Gabriel de nous faire le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Gabriel, tu permets juste 30 secondes. Vous avez, je suppose, tous reçu le programme du séminaire. Vous avez vu qu'il y a un changement qui est lié à l'histoire de date, de l'agence. En tout cas, le prochain séminaire a lieu le 5 février et Farid Assad viendra le 12 février. Vraiment, vous l'avez tout seul. Et le 5, il était prévu. Le 5, il est prévu, oui. Merci, Gabriel. Merci à vous de m'accueillir dans le laboratoire. Je vois qu'on est, non pas le 13, mais je crois le 14, ça commence bien. Donc, je vais vous présenter une conférence sur l'élaboration du conflit dans les tâches d'aptitude en se centrant sur un conflit spécifique qui est qu'on appelle le conflit de compétences. Je tiens à souligner que même s'il n'est pas là, cette conférence est faite en collaboration avec Alain Kalsa. Je comprends que vous ne recevez pas le prévu. En l'occurrence, c'est lui qui a mené la plus grande partie des recherches expérimentales dont je vais vous parler dans la deuxième partie de cet exposé. Je pense qu'il faut être modeste et je pense que parmi vous, tout le monde ne connaît pas la théorie de l'élaboration du conflit. Et si on veut apprécier à sa juste valeur, si on met le conflit de compétences, je pense que ça vaut la peine de donner quelques points d'ancrage sur la théorie, sur ce qu'elle est censée faire. Et pour ce faire, je vais faire une petite rétrospective sur quelques 30 années de recherche, finalement. Et montrer le lien qui existe entre ce qu'on a fait maintenant sur les tâches d'aptitude et ce qu'on a fait dans le domaine de la psychologie sociale développementale, avec des études que peut-être vous connaissez et qui ont été menées très largement sous la direction de Vilhelm Boas à l'époque où j'étais son heureux assistant. Alors, il se trouve qu'on a traité un petit peu du problème des sources d'information, du problème des modèles de connaissances sur l'acquisition, l'intégration, l'apprentissage, globalement. Et il se trouve que dans ce domaine, il y a eu 2 théories qui se sont développées de manière parallèle. On verra qu'il y a des points communs, on verra qu'il y a des points qui sont distants. Et j'essaie de montrer un petit peu comment on est arrivé. Pour ceux que ça passionne, supposez que ça passionne quelqu'un, il y a un excellent ouvrage édité par Julie Huguet, Bilan et perspective, voilà. Il y a un petit résumé de ce que je vais vous exposer ici. Si moi j'ai l'excellent, c'est parce que le chapitre de Gabriel est excellent. Donc, on part année 1970, avec des travaux qu'on fait avec Vilhelm. On est quand même dans l'école de Piaget, donc
on était un petit peu obligé de travailler aussi sur le développement. Donc on travaille sur le développement et on va faire une série d'études de psychologie sociale développementale qui vont partir d'un auteur qui est un grand spécialiste de l'influence sociale sans le savoir, qui était Vygotsky. Vygotsky, c'est un psychologue soviétique, qui dit quelque chose d'extraordinaire pour l'influence sociale, on n'a pas compris tout de suite, mais on aurait dû. Il dit tout processus intellectuel et cognitif apparaît deux fois dans la vie d'un individu. Il apparaît d'abord dans des rapports interpersonnels, et ensuite il apparaît au niveau intrapersonnel. Donc, traduction française, c'est de l'influence sociale. Les instruments cognitifs sont d'abord élaborés au niveau de rapports entre individus, probablement pour qu'ils puissent communiquer, parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Et ensuite, l'individu l'intériorise. Peut-être que la difficulté qu'on avait à Vygotsky, c'est qu'il voyait que l'imitation. Son explication était basée sur l'imitation, puis nous, ça ne nous plaisait pas trop. Et en fait, on a donc, sur cette prémisse, d'abord au niveau social, ensuite au niveau individuel, on est parti sur une série d'études dans laquelle on étudiait à la fois les interactions entre enfants et à la fois les interactions adultes-enfants. Rapport symétrique, enfin plus ou moins symétrique, et puis rapport asymétrique avec les différences statutaires. Et puis, je vais vous économiser le développement, bien entendu, de ce qu'on a fait. Ce qu'on va montrer principalement, c'est que l'intelligence, les outils cognitifs qu'on étudie avec les tâches piagétiennes, ne procèdent pas d'une simple imitation, et essentiellement, on va montrer que les enfants bénéficient d'interactions dans lesquelles ils sont opposés, même à des modèles incorrects, même des modèles inférieurs aux leurs. Là, on est quand même à Genève, on doit être constructiviste, sauf que nous, on essaie de montrer que c'est du constructivisme social, que c'est une élaboration collective qui ensuite donne lieu à des intériorisations, etc. Et donc, on va étudier le constructivisme issu de ce qu'on appelle les conflits socio-cognitifs, les oppositions de réponse dans une tâche particulière, qui vont avoir des éléments structurants sur le plan social. Donc les interactions vont être plus efficaces entre enfants, elles vont arriver à des niveaux intellectuels qui sont supérieurs à ceux des individus pris individuellement, donc dont les individus pris individuellement sont capables. Et donc, on va étudier ça entre enfants, on va aussi étudier ces choses-là entre enfants et adultes. On va notamment voir que face aux adultes, il y a une tendance de limitation, à faire un peu de complaisance. Pas toujours, mais ça arrive assez probablement. On va voir en bref qu'il y a des dynamiques intellectuelles qui interfèrent avec des dynamiques relationnelles. Notamment des dynamiques de complaisance avec l'adulte, qui peuvent aussi se retrouver d'ailleurs entre enfants, dès lors que par exemple il y a un niveau intellectuel différent. Dans une tâche donnée, un individu est conservant, l'autre est non conservant, puis ça introduit des dynamiques entre des gens qui ont un même statut, mais où il y a une asymétrie de deux niveaux. Donc, on a ici un développement que j'ai schématisé, bien entendu, vers des formes de constructivisme qui peuvent impliquer aussi bien des rencontres entre pairs, qui ne disposent pas de la réponse correcte et qui vont la construire via l'interaction sociale, et puis des enfants qui vont interagir avec des adultes et qui vont profiter non seulement des modèles corrects, mais aussi, tout simplement, des conflits qui peuvent apparaître avec l'adulte. Alors ça, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, je fais mon PowerPoint à l'ancienne. Donc, je clique sur... J'aime bien... Les étudiants aiment bien. Alors, on a, par ailleurs, j'ai fait ma thèse avec Serge Moscovici sur l'influence sociale, et donc, par ailleurs, on a, à la même époque, puisque ma thèse était fondue à peu près à la même époque, on a effectivement des travaux qui portent alors spécifiquement sur l'influence sociale, et essentiellement sur l'influence majoritaire de minoritaire. Je pense que vous avez dû forcément entendre parler un peu de ça. Et un modèle constant, mais il y a toujours modèle constant dans l'influence sociale, puisque les gens sont exposés toujours à la même information. Cette information, elle peut être associée à des sources de haut statut, des majorités, des experts, des intragroupes, des gens qui introduisent de la pression normative à influencer. Et puis, ce qu'on trouve, c'est que très souvent, il y a du suivisme. Mais que ce suivisme, Dixit Moscovici, ça ne se traduit pas par de l'influence au niveau latent, ça prend une forme de complaisance.
ce qu'on trouvait un petit peu avec les adultes, hein, pareil. Et ensuite, on a du constructivisme qu'on observe lorsqu'il y a des interactions avec des sources de niveau, disons, inférieurs, des statuts tels que minoritaires, des sources qui ne sont pas experts, des sources qui sont hors groupe. Et on trouve dans des situations où ces sources sans ressources psychosociales particulières, eh bien, il se trouve qu'il y a de la construction. Les gens construisent de nouvelles représentations, de nouvelles manières de percevoir, etc. Donc on a l'impression qu'on est un petit peu dans des sphères qui se rejoignent d'une certaine manière, puisqu'ici il y a des conflits, là aussi, on a des dynamiques de complaisance, de constructivisme, etc. Eh bien, il se trouve qu'il y a un certain nombre de différences quand même qui font que ça ne va pas être immédiat, la conjonction des deux approches. Et en l'occurrence, les études qui portent sur la psychologie sociale du développement portaient vraiment sur des tâches intellectuelles. La conservation de la longueur, du nombre des liquides, transformation spatiale, communication référentielle, etc., etc. Tandis que quand on travaille sur l'influence sociale, on utilise par exemple le paradigme Bleuberg. On utilise par exemple des tâches d'opinion, des attitudes envers les gays, envers les étrangers, les gitans, je ne sais pas. C'est bien qu'on est dans deux univers qui sont quand même singulièrement différents. Et puis c'est pas évident de faire la liaison entre ces univers-là. Bon, vous avez compris. Donc, ce qu'on va avoir, ce sont des choses qui sont transversales. Par exemple, le rôle du conflit. Dans la théorie de l'influence sociale, il devient clair que c'est plus la dépendance normative et informationnelle qui est la seule source d'influence, c'est aussi le conflit. C'est l'interaction conflictuelle qui va être structurante, ce qui est le cas ici aussi. On a aussi deux notions qui sont, une notion qui est transversale, c'est la notion de régulation. Très vite, on constate qu'il ne suffit pas d'avoir du conflit pour qu'il y ait du progrès. Il faut encore que ce conflit soit régulé d'une certaine manière, en l'occurrence, ce qu'on appelle une régulation de type socio-cognitive ou épistémique. En l'occurrence, que le débat que le conflit soit résolu sur le contenu même du débat, sur le contenu même de l'opposition. Alors, par opposition à des dynamiques qu'on appelle relationnelles, où c'est des aspects du rapport social qui sont importants. Ben, tiens, lui, il a un statut supérieur, je vais le suivre. Etc. Donc, des régulations qui consistent à réguler le rapport et non pas à réguler la connaissance. Et puis, il y a également une troisième dimension qui va être transversale. Je l'ai dit, je ne suis pas sûr que j'en parlerai, je ne me rappelle plus si j'ai prévu ou pas. En l'occurrence, c'est qu'au niveau du développement, on a montré qu'il y avait des phases. Des phases, c'est-à-dire qu'en gros, il y a trois phases. Vous prenez un enfant à propos d'une notion particulière, il y a une première phase où il faut qu'il ait d'abord des prérequis. Si vous ne savez pas compter, vous n'allez pas pouvoir conserver le nombre, bien évidemment. Donc il faut construire d'abord ces prérequis. Une fois qu'ils sont construits, il y a une phase qui est une phase qu'on appelle d'interdépendance. C'est là où les enfants, lors d'interaction sociale, arrivent à construire un outil cognitif, ou du moins amorcer cette construction. Et une fois que cette construction a été amorcée, il y a la possibilité, par un travail même individuel, d'avancer et de peaufiner cet outil. Et puis c'est intéressant que, si je pense à en parler, on va trouver aussi dans l'influence sociale ces phases, c'est-à-dire qu'il y a des phases où les individus pensent être en situation d'interdépendance, acceptent une certaine interdépendance, puis il y en a d'autres où ils se sentent plus autonomes, ils ont besoin qu'on gère cette autonomie. J'y reviendrai, mais c'était un des points qui était transversal. Le problème, c'est que pour relier ces deux grands domaines qui apparemment étaient assez éloignés, portaient surtout sur des tâches différentes, ben, il fallait qu'il y ait quelque chose de commun. Il fallait quelque chose de commun, il fallait une théorie qui puisse théoriser le travail sur, en particulier, des tâches complètement différentes. Et c'est là où on passe à l'élaboration du conflit, donc la théorie de l'élaboration du conflit, parce que celle-ci va postuler quelque chose qui va nous arranger pas mal, c'est de dire l'influence sociale, bien sûr ça dépend des sources, ça dépend, est-ce que c'est une source majoritaire, minoritaire, une source intra-groupe, hors groupe, voire une source experte ou non experte, mais l'important c'est que ça dépend surtout du
type de tâche. C'est-à-dire que c'est pas la même chose d'être influencé dans un paradigme global, où les choses sont évidentes, c'est pas la même chose d'être influencé sur une opinion, est-ce que vous êtes pour ou contre Sarkozy, c'est pas la même chose de résoudre une tâche d'attitude, par exemple, de résoudre des tâches de Ravel, des tâches logiques, etc. Or, la théorie d'élaboration du conflit va dire les sources c'est important, mais les tâches aussi. Et il faut conceptualiser cet ensemble-là. Et comment est-ce qu'on va conceptualiser cela? En disant, ben voilà, les études sur l'influence sociale, elles portent pour la plupart sur des situations où il y a de la divergence. Cette divergence, elle va prendre du sens. Donc l'influence qu'on va observer tout au bout, les patrons d'influence manifestes ou latentes, ils vont dépendre d'une part de la source, de la divergence avec une source, et d'autre part d'une divergence dans une tâche particulière. J'ai peut-être rejoint un petit peu X là, en disant c'est pas en soi la source particulière, c'est bien évidemment la représentation que les gens ont de la source, c'est comment ils construisent mentalement cette source, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en inférer par rapport à la situation. Par ailleurs, ils travaillent dans des tâches particulières. On n'a pas les mêmes conceptions d'une tâche globale que d'une tâche qui consiste à dire si on aime ou on n'aime pas un produit ou quelqu'un en particulier. Donc, on part du principe qu'il y a des représentations de la tâche qui sont construites, probablement construites socialement, construites dans les contextes, etc. Et c'est la conjonction de ces deux représentations, c'est-à-dire de la divergence dans un contexte où on se représente d'une certaine manière la tâche est d'une certaine manière la source, c'est cette conjonction qui va amener à l'élaboration d'un conflit spécifique, donc d'une signification particulière de la divergence, et cette signification particulière de la divergence va amener à des patrons d'influence particuliers. Et là, la tâche, c'est très important. Par exemple, dans une tâche objectivement ambiguë, c'est le paradigme bleu vert de Moscovici. Tout le monde sait que c'est bleu. Tout le monde attend qu'il y ait l'unanimité autour de la réponse bleue, parce qu'il n'y a que les anormaux qui répondent pas bleu. C'est pas du tout la même chose si on demande vous aimez Sarkozy ou pas. Il n'y a pas besoin d'être anormal pour aimer Sarkozy. Non, je peux vous le dire à l'envers, hein, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans des tâches dans lesquelles on n'attend plus un consensus absolu. On s'attend bien à ce que des gens aiment Sarkozy, que des gens n'aiment pas Sarkozy. Comme par hasard, ce n'est pas les mêmes goûts. Donc, on a des inférences sur le fait qu'il y a des consensus locaux dans des groupes particuliers, des ancrages particuliers qui font que, voilà, ça n'a rien à voir avec la tâche globale. Et par ailleurs, quand il s'agit de résoudre une tâche logique, là non plus, ce n'est pas les mêmes attentes. Comme on va voir, les gens ont un certain nombre de représentations de ces tâches, des implicites qu'il y a dans ces tâches, on appelle nous des préconstruits épistémiques sur les tâches, puis ils activent ces préconstruits, puis c'est ces préconstruits qui vont contribuer, compte tenu qu'il y a une source particulière, de faire qu'une divergence prend un sens et puis va déboucher sur une forme d'influence particulière. Alors, un point essentiel de la théorie, que je ne vais pas développer, mais je suis obligé de le signaler, c'est qu'on établit une correspondance entre la nature des tâches et la nature des sources. C'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques des sources qui sont plus pertinentes que d'autres dans une tâche donnée. Par exemple, dans une tâche objective non ambiguë, le problème c'est dès qu'il y a une personne qui dit que c'est vert alors que tout le monde voit que c'est bleu, il pose un problème. Alors, ce qui va être déterminant pour l'élaboration du conflit, c'est il y a combien de personnes dans la salle. Si tout le monde ici répond vert alors que je vois bleu, j'ai un gros problème que je vais résoudre par exemple de manière relationnelle. Je vais céder. Donc, le nombre, c'est l'élément qui est essentiel et ce n'est pas par hasard que H a travaillé beaucoup sur le nombre, que Moscovici a systématiquement a utilisé la dimension numérique parce qu'il était dans une tâche qui était une tâche objective non ambiguë, etc. Dans les tâches d'opinion, ce qui va être essentiel, ce sont des sources. La question, c'est de savoir ce que c'est un intragroupe ou un regroupe. C'est-à-dire que si tout à coup je découvre que je suis en divergence avec une source donnée, ma question c'est mais je diverge avec qui? Est-ce que c'est mon groupe, la totalité de mon groupe, la majorité ou une partie représentative de mon groupe, ou est-ce que c'est une minorité, une brebis galeuse à la Marquez? Est-ce que c'est une source hors groupe? Est-ce que c'est la majorité de mon groupe ou une source intra-groupe? C'est les questions qu'on se pose dans ce type de tâche. Dans ce type de tâche. Par contre, lorsque on travaille dans une tâche d'aptitude,
comme on va le voir, l'aptitude, les tâches d'aptitude, elles impliquent une grande incertitude. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas la réponse correcte. J'aimerais bien y accéder. Par ailleurs, je ne sais pas ce que je vaux vraiment. Je ne sais pas si je suis compétent ou pas compétent. J'aimerais bien savoir ce que je vaux. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qui va être important dans la source? Qu'est-ce qui va être l'élément qui va permettre de donner du sens à la divergence? Ben, c'est est-ce qu'elle est compétente ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a des caractéristiques qui font que, probablement, sa réponse elle est correcte, donc je peux m'en inspirer pour répondre correctement, versus c'est pas le cas. Et donc, on va travailler dans les tâches d'aptitude avec des sources expertes ou non expertes, et je vais vous expliquer rapidement comment a évolué le modèle d'une version simpliste à une version qui est celle d'aujourd'hui, dans laquelle s'inscrit le conflit de compétences. Vous m'interrompez hein, si je vous dis des choses qui vous choquent, qui vous chagrinent. Alors voilà. On va commencer par un modèle trop simple. Donc le modèle trop simple, c'est la version 1993 de la théorie de l'élaboration du conflit dans le livre Influence sociale. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur des sources. On dit, voilà, on va séparer les dynamiques sources compétentes, incompétentes. Vous avez remarqué que j'ai barré incompétente et compétente et j'ai mis majoritaire, minoritaire. Pourquoi? Parce qu'on était encore tributaire à cette époque des travaux de Moscovici. Moscovici, c'est majorité, minorité. Les majorités, plus 0, influence manifeste par l'influence latente de la complaisance. Les minorités, on ne peut pas les suivre, mais on fait du constructivisme, 0+. Puis nous, quand on a travaillé sur les tâches d'aptitude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris majorité, minorité, puis on a fait des tâches d'aptitude. Donc on a pris, voilà. Donc le problème, c'est qu'au moment où on fait la théorie de l'élaboration du conflit, on est convaincu que c'est la compétence. On n'a pas de sources compétentes, on a des sources majoritaires ou minoritaires. C'est pas grave. Nemeth, pour ceux qui connaissent, fait des travaux où elle fait majorité-minorité, mais elle ne conceptualise pas majorité-minorité. Elle dit la représentation qu'on a, c'est que les majorités sont compétentes, sont correctes, et les minorités, on a la représentation qu'elles sont incorrectes, incompétentes. Ok. Donc accidentellement, c'était majoritaire ou minoritaire, mais ça renvoie bien à une dimension de compétence-incompétence. Et l'idée, là, dans le modèle, c'est hyper simple, c'est voilà. Quand la source est... Donc, je suis dans l'incertitude face à une tâche. Je sais qu'il y a une réponse correcte, je ne sais pas laquelle. Il faut que je travaille pour que je puisse la connaître. Alors, je suis dans une situation où, dès lors que j'ai une source compétente, le conflit est presque inexistant. Pourquoi? Parce que comme la personne est compétente, je vais pouvoir avoir confiance dans les jugements qu'elle donne comme étant des jugements probablement corrects, ou en tout cas les plus corrects en ayant revenir dans la situation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais les suivre. Il y aura un processus de l'ordre de limitation. Quand j'ai limité le conflit déterminé, j'ai trouvé la bonne réponse, j'ai pris la bonne réponse, je ne réfléchis plus. Très probablement, paresse socio-cognitive, on va y revenir, paresse socio-cognitive, même si parfois, on peut imiter de manière intelligente. Hein, c'est Nickerman qui a montré ça, par exemple. Par ailleurs, de l'autre côté, source minoritaire, source incompétente, c'est ce qu'on appelle le conflit d'incompétence, c'est-à-dire que je suis incertain, je sais que je ne suis pas terrible, je ne sais pas trop ce que je vaux, mais je sais que je ne vaux pas grand-chose, je suis plutôt incompétent. On me confronte à un jugement différent de quelqu'un qui est également incompétent, je ne vais pas lui faire confiance. Je ne peux pas lui faire confiance. Le problème, ce n'est pas parce que je ne fais pas confiance à l'autre que je peux faire confiance à moi-même. Double crainte d'invalidité, pour reprendre le terme de Kuglansky par exemple, donc crainte d'invalidité, et quand on est dans l'invalidité, la seule manière de résoudre cette situation d'incertitude, finalement, c'est de travailler dur sur la tâche. Et c'est pour ça qu'il y a des processus, on verra un peu plus tard, validation, de pensée divergente, de décentration. Il y a un travail qui se fait autour du contenu. Juste sûr qu'il y a l'ambiguïté, ce que tu as barré sur la colonne de gauche, c'est bien source compétente. Hein, parce que s'il y a des ah oui, oui. Voilà, non, je préfère que... Bien sûr, c'est une source compétente. Merci. C'est un copier-coller, bien sûr. Oui, mais on abuse des copies. Ça permet à la pensée d'aller plus vite, mais pas forcément de plus précis. D'accord. Ok. Alors, bon, ceci dit, c'est insatisfaisant. Bon, ça colle assez bien avec le développement, puisqu'avec le développement, on avait, tiens, on suit l'adulte, et puis on construit quand on est entre pairs. La vie est plus complexe que ça. Et très rapidement,
On va commencer à faire des études sur lesquelles on va manipuler directement la compétence et l'incompétence et plus le caractère majoritaire ou minoritaire. Et puis on va pousser le raisonnement jusqu'au bout. On va se dire, mais peut-être qu'une source compétente ou une source incompétente, ça ne va pas conduire à une même élaboration selon que la source est elle-même compétente, la source, la cible, le sujet lui-même, se juge compétent ou incompétent. Alors allez, on fait un modèle, on le teste, on fait des tas de manips, ça marche pas mal. On arrive à un tableau de ce type-là. Un tableau de ce type-là, c'est-à-dire, cette fois, c'est bon, la source est compétente. Alors, quelques manipulations de comment la source est compétente. Alors, le sujet, prenons le cas de la cible, donc le sujet il est incompétent. On lui dit, hein, je veux dire, ce sont des études dans lesquelles il fait une tâche préalable, puis on lui dit, dans cette tâche, vous êtes nul, vous êtes médiocre. D'accord? Vous êtes médiocre. Ben, si ensuite on lui donne le jugement divergent dans la tâche qui est donné par quelqu'un de compétent, il n'y a pas de photo, hein, ben, le sujet il est dans un état de dépendance informationnelle, pour reprendre les termes de Réchiliera. Et puis dans ce cas-là, ben, puisqu'il y a un état de dépendance, il reprend la réponse la plus probablement correcte, c'est celle de la source compétente. Il ne réfléchit pas trop, des investissements socio-cognitifs. On va lancer ça, influence manifeste plus, influence latente 0. Toujours le sujet incompétent. Allez, il est confronté à une source aussi incompétente que lui. Ben, on est en plein conflit d'incompétence. C'est le même qu'ici. Crainte d'invalidité, constructivisme, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque la cible est compétente? Alors là, on fait une série d'études où on dit au sujet, vous êtes brillant. Enfin, on ne dit pas vous êtes brillant, on dit vous êtes excellent. On va avoir des manipulations tout à l'heure, vous êtes excellent. Eh bien, ce qu'on trouve systématiquement, c'est que lorsque les sujets ont dit qu'ils sont compétents et qu'on les confronte à quelqu'un de compétent, il n'y a rien. C'est une opinion différente. Oui, tout à fait. Donc il y a toujours une divergence, sauf que, d'abord, on déclare que l'autre est aussi compétent que le sujet. Donc le sujet, il se trouve avec quelqu'un qui est aussi compétent que lui, mais qui répond différemment. Et, bizarrement, on est dans un rapport symétrique. C'est le même rapport symétrique qu'ici. Les sujets sont au même niveau. Ben là, ils construisent, puis là, ils ne construisent pas. C'est ça que je vais vous montrer tout à l'heure, parce qu'on va parler. Je vais illustrer par quelques études le conflit de compétences. Bon, 0,0. Et puis ensuite, maintenant, le sujet est compétent. La source est incompétente. Ben, il n'y a pas de conflit, c'est pas intéressant. 0,0. Ne réfléchis pas. Plutôt on est compétent, il n'y a pas besoin de travailler sur la tâche. Bon. Ça a l'air pas mal, hein? Mais quand même, ça pose des problèmes. Ça pose trois problèmes. Le premier problème, c'est source compétente. Source compétente, ça peut être quelqu'un de bien, quelqu'un qui a des savoirs, qui a un expert, etc. Alors, un expert, vous allez nous faire croire qu'il n'obtient aucune influence, ou au mieux de l'influence manifeste. Donc, un expert va induire que au mieux de la complaisance. Ce n'est pas très satisfaisant. Maintenant, prenons la cible compétente. Donc, vous êtes quelqu'un de compétent, je vous dis que vous êtes bien, etc. Et puis, on vous met dans des situations où il y a des divergences, vous ne changez jamais. 0, 0, 0, 0. Il n'y a pas de changement. Il y a pas de... Ça voudrait dire que les gens compétents ne peuvent pas progresser. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Puis ensuite, imaginons, parce que quand même, vous imaginez bien que là derrière, on est en train d'essayer de faire une théorie de la connaissance, une gnoséologie, qui soit basée sur les processus d'influence sociale. Ben, si on fait ça, il faut aussi rentrer un peu de l'épistémologie, donc des théories des sciences. Puis on se disait, mais imaginons deux scientifiques compétents, deux Claude Flamand, qui sont en train de discuter mais avec des opinions différentes, qui sont condamnés à ne pas évoluer, ça ne va pas. Il y a quelque chose dans le modèle qui ne va pas. Ok? Alors on s'est dit, il faut complexifier le modèle. Alors comment est-ce qu'on fait? Pas encore. Alors, on va partir. Je vais aller assez rapidement parce que je me rends compte que je pose. Alors, on va partir des caractéristiques des tâches d'aptitude et puis d'un certain nombre de choses connexes dont on va tenir compte. D'abord, on est dans une tâche
où les individus supposent qu'il existe au moins une réponse correcte, voire plusieurs, ça en admet. Hein. Il y a des enjeux qu'on appelle épistémiques, c'est-à-dire que je suis incertain de la résolution de la tâche, tout en supposant que peut-être je vais y arriver si je traite la tâche. Et surtout, je suis a priori. On va faire l'hypothèse que les gens sont a priori motivés à donner une réponse correcte, à découvrir la réponse correcte. Ça, c'est strictement épistémique, mais il y a une dimension qu'on appellera identitaire, c'est que les sujets sont aussi quand même, les individus sont quand même partiellement... ils ont des doutes sur leurs propres compétences. Moi, je suis un peu compétent, mais quand je me compare avec le flamand, par exemple, je peux avoir des doutes. Donc, il ne suffit pas qu'on me dise qu'il est compétent, non. C'est pas évident. Donc, j'ai des doutes quant à mon attitude. Par ailleurs, j'ai bien donné une image de moi. Quand je dis je, c'est nous. J'ai bien donné une image de nous-mêmes. Dans une institution qui est censée développer des compétences. Et tout ceci dans un contexte dans lequel les comparaisons sociales, en particulier les comparaisons sociales qui s'établissent entre les individus, amènent à les hiérarchiser en termes de leur aptitude. C'est-à-dire que si je réussis dans une tâche déterminée à avoir une meilleure performance que Denis, je pourrais dire moi je suis plus compétent que lui. Puis ça m'arrange. J'aime bien Denis, mais j'aime bien être plus compétent que lui. Hein, il y a quelque chose de ça. Dans un système où on aime encore plus être meilleur que les autres quand on les aime pas, c'est autre chose. Hein. Et l'idée, c'est que donc il y a des motivations identitaires qui interfèrent avec des motivations proprement épistémiques. Résoudre la tâche versus gérer la comparaison sociale. Ben, l'idée, c'est donc les motivations identitaires vont motiver, vont aider les gens à booster leur performance, mais elles peuvent aussi les empêcher à réaliser des performances. En fonction de quoi? Eh bien, en fonction de choses qu'on n'a pas du tout étudiées dans le domaine du développement cognitif, et c'est pour ça que je pense qu'on n'arrivait pas à faire le lien. C'était notamment les théories de la comparaison sociale. Je ne vais pas insister beaucoup, mais quand même dire deux, trois choses sur la comparaison sociale. On oublie le ranking order paradigme qui consiste à dire avec qui on aimerait se comparer. On sait qu'on préfère se comparer avec des gens qui sont un peu meilleurs que nous, mais pas trop quand même, il ne faut pas pousser. Quand ça ne va pas, ben on fait de la comparaison descendante parce qu'on est meilleur que les nuls. Bon. Et puis, il y a une comparaison qu'on on ne va pas discuter beaucoup ici. Enfin, si on va en discuter un petit peu, ce qui est la comparaison, si on va en discuter même beaucoup, qui est la comparaison latérale, c'est-à-dire des gens qui sont égaux, qui ont les mêmes caractéristiques, la même compétence. Alors, ces comparaisons, elles ont des significations différentes en fonction de ce qu'on appelle self-evaluation. Donc, la tendance à s'auto-évaluer, elle a trois aspects, qui est le self-assessment, je dis en anglais pour ceux qui connaissent, l'estimation de soi, c'est le bilan de compétences. Je vaux combien? J'ai une tâche, matrice de Ravel, j'en fais combien? En 10 minutes ou en 20 minutes, j'en fais combien? Hein? Ok? Je vaux combien dans cette histoire? L'estimation de soi. L'autre, c'est l'amélioration de soi. Ben, si j'en fais 8, j'aimerais bien en faire 10. Parce que j'augmente mes compétences, puis voilà, c'est bien. Et puis, il y a le rehaussement de soi. J'ai besoin d'avoir une image positive de moi-même. Ok? Qu'est-ce que la comparaison par le haut, par le bas apporte à tout ça? Eh bien, finalement, la comparaison ascendante par le haut, elle est tout à fait informative dans le cas de l'estimation de soi et de l'amélioration de soi. Si je veux m'évaluer, la seule manière de savoir ce que je vaux à un moment donné, c'est de pouvoir me comparer à un standard. Le standard, il doit être en haut, il doit être en bas. C'est-à-dire que ici, c'est informatif, ici, c'est pas informatif du tout. L'amélioration de soi, si je veux savoir comment je m'améliore dans une tâche, j'ai avantage à me comparer et à regarder les jugements qui sont donnés par quelqu'un qui est un peu meilleur que moi. Si je me compare à quelqu'un qui est moins bon que moi, je sais ce qu'il ne faut surtout pas faire, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, c'est de la comparaison qui n'est pas informative. Comparaison latérale, information zéro, c'est-à-dire que se comparer à quelqu'un qui est exactement identique à soi donne aucune information sur rien du tout. Et puis, il y a cette question du rehaussement de soi.
Alors on sait tous, vous savez tous que la comparaison par le bas, elle sert essentiellement à ça. C'est-à-dire que si on dit que je suis nul, donc je suis en situation d'échec, pour sauver la face et face à moi-même et face aux autres, je vais me comparer avec des nuls. Et en me comparant avec des plus nuls que moi, je me dis je suis pas si nul que ça. C'est illusoire, c'est petit, mais ça aide, ça soulage l'estime de soi. D'ailleurs, c'est systématiquement les gens en situation d'échec qui le font. La comparaison par le haut, c'est bien, mais des fois ça peut être vexant. Hein, donc c'est ce qu'on va voir dans le conflit de compétences. On va voir que la comparaison par le haut, elle peut être menaçante. Ça peut être gênant de tout à coup devoir se comparer et voir que Robert Vincent, il est quand même meilleur que moi. Et ça me titille. Et puis finalement, la comparaison latérale, bon, on va voir que, effectivement, c'est toujours la même question. Le rehaussement se fait en général en enfonçant les autres. C'est-à-dire en se comparant à quelqu'un d'inférieur, voire, comme on va le voir, en enfonçant. Hein? Alors, sur cette page-là, ah oui, et puis encore, excusez-moi, ça c'est une dimension, donc on va tenir compte de ça. J'ai fait un peu rapide, et on n'a pas en faire beaucoup, on verra un ou deux exemples. Et puis le troisième élément, c'est l'attribution. L'attribution, on est parti tout simplement du fait que, en gros, les travaux montrent, Concorde a montré que quand on réussit, on aime bien faire une attribution interne. Quand on rate, on fait une attribution externe. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a une performance. Cette performance, elle est bonne. Si on l'attribue à soi, ça veut dire qu'on l'attribue à sa compétence. Donc, on se donne une valeur rajoutée à soi sur la base de la performance. Si cette performance, elle est pas terrible, ce qu'on fait en général, c'est qu'on préfère l'attribuer à des causes externes. J'ai vraiment pas eu de chance, puis la tâche était tellement difficile, c'était pas possible. Je sais pas parce que je suis nul, non, c'est parce que la tâche, etc. Donc ça, c'est un truc qui est très connu. Le problème, c'est que là, on est dans des paradigmes dans lesquels les gens, ils vont se comparer à autrui, non pas selon le ranking order paradigm, c'est-à-dire avec qui tu as envie de te comparer, mais ils vont se trouver dans des situations d'influence sociale dans lesquelles tout à coup quelqu'un va donner des jugements différents d'eux, et en plus ils sont obligés de se comparer parce qu'ils n'ont pas le choix. Et par exemple, on va voir qu'il y a des attributions, et on va bien faire une attribution interne de sa réussite dans d'autres pas. On aimerait bien faire une attribution externe de l'attribution, mais on verra qu'est-ce que ça donne, si on peut ou si on ne peut pas. Et donc, on va mettre ensemble ces différents types de résolution, on va tenir compte des processus de comparaison sociale parce qu'ils sont complètement pertinents, et on va tenir compte aussi en partie de l'attribution. Je donnerai peut-être juste quelques mots, parce que je n'aurai pas le temps de tout rapporter ici. Alors, l'idée de tout ça, c'est que sur la base de la comparaison, vous avez compris, c'est que des fois, elle peut être pacifique, bien, puis il y a des fois où elle est conflictuelle. D'accord? Quand elle est conflictuelle, elle menace le soi. Elle menace en particulier l'estime de soi. Et la question, c'est, le modèle qu'on a eu tout à l'heure, dans chaque case, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est menaçant ou est-ce que c'est pas menaçant? Et il se trouve que, selon que c'est menaçant ou pas menaçant, ça donne lieu à des dynamiques différentes. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer par la suite, dans le cas spécifique du conflit de compétences. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il y a comme menace possible pour le soi, dans une situation d'influence notamment? La première, c'est « je suis médiocre ». Pensez que les sujets, ils font une tâche. Je leur dis, voilà, il y a l'échelle qui va de nul à parfait, en passant de médiocre, moyen, jusqu'à bon, excellent. Puis ils reçoivent un feedback, donc vous êtes médiocre. Et puis, bien qu'ils aient compris, on marque, donc vous êtes dans la catégorie médiocre. Non, c'est pas bon, hein. Versus, il y a des gens pour qui, bien sûr, on va dire, vous êtes excellent. On ne dit pas parfait parce que vous savez, on est dans l'incertitude quand même, donc on dit que vous êtes excellent. Très bon. Sur une échelle de 0 à 100, on dit par exemple aux médiocres qui sont à 20 par 24, et aux excellents qui sont à 78. 78. C'est bien. Mais c'est plus compliqué que ça parce que même si je suis compétent comme on va voir,
je vaux 78, mais l'autre, il pourrait en valoir 90. Et ça, c'est quelque chose d'insupportable parce que, alors, deuxième situation, la source est supérieure à moi, ça peut être, c'est pas forcément, ça peut être conflictuel. Si c'est menaçant, ça va dire quelque chose. Si c'est pas menaçant, ça va dire autre chose. Et puis même, comme je disais, pour les gens qui sont compétents, il y a une menace potentielle, c'est que l'autre pourrait m'être supérieur. On dit qu'on est égaux dans une tâche, on fait une autre tâche, ben, l'autre pourrait être meilleur que moi dans l'autre tâche. Je perds ma supériorité. On va voir, c'est insupportable pour les individus, et ils vont faire un certain nombre de choses. Puis finalement, on va voir que, je ne sais pas si on le verra, enfin, j'espère le montrer, c'est qu'il y a une attente, il y a quelque chose de spécifique qui est lié à la compétence. C'est que quand on est compétent, on doit être unique. Il faut qu'on dise des trucs que les autres ne disent pas. Hein, c'est toujours oui, oui, vous avez raison, mais enfin, moi je dirais que, etc. Toujours le petit plus. Et ça, on l'avait découvert une fois dans une étude où bête à mourir, c'était le paradigme de 4-6 de Wiesel. Puis on a dit aux gens, voilà, dans une condition, la source, ben, elle n'a pas trouvé la bonne réponse, elle s'est trompée. Ben, quand vous faites ça, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ne prennent pas la règle de la source, ils ne sont pas bêtes. Ils deviennent bêtes quand on leur dit que la source est correcte. On leur dit, voilà, la source a trouvé la bonne solution. À votre avis, c'est quoi l'hypothèse? Moitié des sujets, ils donnent une autre hypothèse. C'est normal, ils n'ont pas compris. Donc, à partir de quelques résultats de ce type-là, on est venu à l'idée qu'effectivement, pour être compétent, il faut être unique. Je vous montrais tout à l'heure que même Gödel avait vu ça, Jean-Paul Gödel. D'accord? Sur cette base-là, je parle de que la solution qu'on propose soit aussi crédible que celle de... Non, pas forcément. Non, il suffit que ce soit différent. Dans une situation où tu ne sais pas si c'est correct ou pas. Ah oui, d'accord. Oui, si tu sais que c'est correct. Ouais, mais là, tu es dans une tonne si tu sais que c'est correct. Tu n'es plus dans le tâche d'aptitude. Donc, on est d'accord que je parle jusqu'à 16 heures. Vous m'interrompez, hein, parce que je suis capable. J'ai un train, ouais. À 17h et quelques. Ok, donc merci. Je vais faire de l'autorégulation, c'est ça? Voilà. Voilà. Alors, on a fait un modèle. Un modèle qui, cette fois, est beaucoup plus satisfaisant. Donc, à chaque fois, on a repris les 4 cases de tout à l'heure. Est-ce que le sujet est compétent, incompétent? Est-ce que la source est compétente, incompétente? Puis à chaque fois, est-ce que la situation est conflictuelle? Est-ce qu'elle est menaçante pour l'identité de l'individu ou pas? Et à ce moment-là, on prend par exemple, lorsque le sujet est de haute compétence et que la source est de basse compétence, on a vu, il n'y avait pas de conflit. Hein. Il n'y a pas de conflit, il n'y a rien qui se passe. On oublie ça parce qu'en plus, on n'a pas trouvé de cas possible ici, donc on ne sait pas le faire. Prenons le cas où le sujet est de basse compétence et il est de haute compétence. Par défaut, c'est cette situation-là qu'on aurait. C'est les interactions entre pairs, l'apprentissage coopératif chez les universitaires. Il y a des situations dans lesquelles c'est pas menaçant, c'est-à-dire que les gens se situent au même individu, au même niveau, ils ont le même degré d'incompétence, ils ont la même incertitude. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à faire du constructivisme, ils travaillent sur la tâche, ils réfléchissent peut-être éventuellement à la position de l'autre, ils articulent, etc. Constructivisme. Injecté par une manipulation, par quoi que ce soit, un petit peu de compétition symbolique dans cette histoire, c'est-à-dire introduisez quelque chose qui sera de l'ordre de la menace, et ça se fait, mais les étudiants, ce sont les études de Céline Darmon, pour ceux qui connaissent, et je crois aussi un peu de Céline Boucluche, qui ont fait des thèses avec Fabrizio Butera, et ils ont montré qu'effectivement, même dans l'apprentissage coopératif, c'est assez rapidement que des gens qui sont par ailleurs strictement égaux entrent dans une situation de compétition relationnelle où ils commencent à s'injurier du genre ouais, t'as rien compris, etc. Par des facteurs X ou Y, introduction d'une menace, cette menace élimine essentiellement tout constructivisme. La deuxième situation possible, c'est la source est compétente. Pardon, la cible est incompétente. Par exemple, on a fait ça, j'ai déjà expliqué ça une fois au laboratoire il y a quelques années ici même. J'ai présenté les études sur la contrainte informationnelle versus dépendance informationnelle. Vous prenez on a fait ça avec des étudiants. Les étudiants ont un certain nombre de croyances. Et puis, on leur donne une classe. Et dans cette classe-là, eh bien, on leur démontre que ce qu'ils croyaient était faux. C'est-à-dire qu'ils
Il s'était planté complètement. Il croyait que c'était comme ça, ben nous on leur montre que c'est comme ça. Et puis, il se trouve que ça, on est dans le rapport enseignant-enseigné, et bien de nouveau, on a des situations qui peuvent être menaçantes pour l'individu ou pas. Par exemple, on induit en amenant les sujets à se comparer de manière en termes d'interdépendance négative. Vous avez 100 points de compétence, divisez-les entre le prof et vous. Le prof, on lui donne 70, et à son on donne que 30. Ici, on fait la même chose, on dit vous avez 100 points pour le prof, vous avez 100 points pour vous. On redonne 70 pour le prof, on redonne 30 pour soi. On donne 38, pardon. Quand même un petit peu. Mais surtout, la corrélation ici est de -1, tandis qu'ici, la corrélation, elle est négative. C'est-à-dire qu'ici, quand je me juge pas négativement par rapport au prof. Lorsqu'on a induit l'interdépendance négative, ben, c'est vite vu. Hein. Le prof, il vaut 80, moi, je vaux 20. Je suis toujours l'inverse négatif de ce que l'autre. Je suis l'image spéculaire du prof. Ça veut dire que chaque fois que je reconnais de la compétence au prof, je reconnais que je suis un étudiant minable. Résultat des courses, dans toute une série d'études qu'on a publiées encore récemment, une dynamique, quand c'est conflictuel, quand c'est menaçant, pourquoi? Parce que reconnaître la compétence de l'individu qui est compétent équivaut par un stratagème à reconnaître sa propre incompétence. On l'a fait en termes de comparaison sociale, on l'a fait aussi en termes de style, par exemple, on a un style autoritaire ou pas. Hein, l'enseignant qui dit, ben, c'est comme ça et pas autrement, donc tu obéis, entre guillemets. Là, les sujets, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils obéissent, ils imitent sur un plan manifeste, mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'appropriation du contenu que l'enseignant donne. Par contre, il suffit d'enlever cette menace, donc situation menaçante, pour que l'on ait ce qu'on appelle de la dépendance informationnelle, c'est-à-dire de l'apprentissage et des transferts. OK? Donc, de l'influence manifeste et latente. Finalement, dans ce modèle, on va s'intéresser au conflit de compétences, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand les individus sont déclarés compétents et qui se trouvent en divergence. L'hypothèse, c'est que par défaut, les individus vont ressentir une menace de l'identité. On va essayer de décortiquer cette menace. Une menace de l'identité, dans la mesure où il n'est pas possible d'être deux aussi compétents l'un que l'autre en ayant des jugements, en présentant des jugements différents. Donc, ceci motiverait les sujets à invalider la source, c'est-à-dire une régulation relationnelle. Mais il y a des situations où on peut imaginer que ce n'est pas menaçant. On peut transformer ce qui est menaçant en une situation non menaçante en changeant un certain nombre de paramètres de la situation, en modifiant la manière dont les gens se représentent ce rapport. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans l'heure qui suit. Mais peut-être qu'une petite respiration, vous avez peut-être des questions, des remarques. Ce que je voulais, c'était présenter un ancrage pour montrer que cette chose spécifique qu'on va avoir maintenant s'inscrit dans un ensemble et que c'est cet ensemble qui lui donne finalement tout son sens. Ok, alors avant de commencer, je vois juste que j'en ai oublié un. Voilà. Donc, personne ne l'avait remarqué. Ouais. Non, mais moi là, oui. Alors, essayez de reconstituer pour bien apprécier la spécificité d'élaboration du conflit entre les pairs compétents. On va voir ce qui se passe dans d'autres situations. Quels sont les éléments potentiels de la menace? Par exemple, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans un conflit d'incompétence? Hein, on me déclare médiocre, l'autre est aussi médiocre que moi, on résout une tâche, et en plus on n'est pas d'accord entre nous. On fait quoi? Quels sont les éléments possibles? Les éléments d'élaboration, là c'est les éléments d'élaboration du conflit, de la divergence, le sens qu'on va lui donner. D'abord, la comparaison latérale n'est pas informative. Donc ça, c'est un principe. Je retire rien de la comparaison. Les inductions sont faites que les gens, on leur dit qu'ils sont de même sexe, de même âge, de même formation. Ils sont tous identiques partout. Il n'y a rien dans la comparaison qui permet d'expliquer pourquoi on diverge. Rien.
Par ailleurs, les sujets sont tous en situation de crainte d'invalidité, ça c'est quelque chose, hein, parce qu'ils savent pas, et en plus, leur statut, mais leur basse compétence ne garantit rien, donc vraiment les sujets sont perdus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette situation? C'est Alain Kamsal qui a fait ça dans sa thèse en 2002, avec un article qui vient de sortir dans British Journal, etc. Et ce qu'il a montré essentiellement dans sa thèse, c'est que dans cette situation-là, les sujets n'ont qu'une chose à faire pour savoir ce qu'ils valent, pour éventuellement s'améliorer et pour essayer de ne pas paraître vraiment pour des incompétents, donc perdre leur médiocrité, c'est de travailler sur la tâche. Et il montre que les sujets recherchent dans la tâche des paramètres, des indices qui leur permettent de résoudre la tâche, de gagner de la certitude, parce que ils sont tout seuls. Enfin, ils sont tout seuls à deux, quoi. Et là, il y a vraiment un constructivisme qui porte essentiellement sur la résolution de la tâche. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est parce qu'il y a un élément très important qui va devenir très important dans le conflit de compétences, c'est que, je suis sûr que vous vous posez la question, mais donc, pourquoi est-ce que cette situation où on dit à un individu, tu es médiocre, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas menaçante? Parce qu'on leur dit quand même qu'ils sont médiocres. D'accord? Alors, il se trouve que la raison pour... on sait bien que les gens à qui on dit qu'ils sont médiocres, ils se plantent. C'est comme la menace du stéréotype. On dit t'es une femme, c'est vrai que les femmes, c'est pas terrible. Okay. Or, les gens ne le font pas. Dans cette situation-là, pourquoi? Eh bien, c'est là où il faut en venir à la dynamique attributionnelle. Ce que on a montré avec Alain Kamsal, qu'il a montré dans sa thèse, c'est essentiellement que le fait qu'on ait deux à être médiocres dans la même tâche permet une attribution externe. Et on sait bien que l'attribution externe de l'échec, ça soulage l'estime de soi. Et effectivement, il y a quelques études, que j'aime pas du tout, je les trouve plates et nulles, mais elles sont importantes parce qu'elles montrent que c'est comme ça. C'est-à-dire que les gens, on les met dans une situation où on leur dit qu'ils sont médiocres, on les confronte à quelqu'un de médiocre, ou on ne les confronte pas à quelqu'un de médiocre, ou on les confronte à quelqu'un qui n'est pas médiocre, qui est meilleur qu'eux, et puis on leur demande de faire des attributions. Est-ce qu'ils attribuent leur performance à des raisons internes ou externes? Enfin voilà, donc quand je suis face à quelqu'un de supérieur, je suis nul. L'autre il est bon, donc il a bien réussi. Moi j'ai raté, c'est qu'il est bon, moi je suis mauvais. Les sujets sont condamnés à faire d'un. Ils n'aiment pas, ils font d'un faire. Tandis que dans la situation spécifique où ils sont deux à être médiocres, et là tout à coup, plus d'interne et de l'externe. Okay. Donc la dynamique attributionnelle va permettre aux individus dans cette situation de sauver la face, d'avoir une interprétation non dévalorisante de leur situation. Je vous dis déjà que quand on est dans le conflit de compétences, sauver la face, c'est par rapport à quelqu'un d'assez paraphrase. Et par rapport à eux-mêmes. Oui, mais bon, il y a toujours l'expérimentateur. Ouais. Ça. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas. Je pense que c'est les deux. Ceci dit, si je te dis que tu es médiocre, même rien par rapport à toi, pouvoir penser que tu es pas si médiocre que ça, c'est pas mal. Alors, dis déjà, qu'est-ce qui va se passer dans le conflit de compétences? Juste pour anticiper. Dans le conflit de compétences, on est dans le même rapport de symétrie. Et vous êtes d'accord que quand il y a un rapport où on est strictement égaux, cet aspect de consensus, pour reprendre la théorie de Kelly, devrait amener à dire c'est pas que je suis compétent, c'est que la tâche est facile, d'avoir une attribution externe. Les sujets compétents sont des menteurs. Ils n'acceptent pas de faire cette attribution-là. Donc, eux, ils vont faire des attributions qui sont défensives et d'autres choses. Mais ici, l'attribution qui est permise par la comparaison latérale, elle supprime le poids de la médiocrité. Et puis ça, je pense, c'est pas banal comme découverte. J'aime pas ces études parce qu'elles sont banales, mais elles sont quand même essentielles. C'est-à-dire qu'elles montrent que peut-être, si l'apprentissage coopératif, ça marche et ça marche bien, même chez les gamins, c'est peut-être parce que c'est une situation qui, effectivement, évacue chez des gens qui peuvent potentiellement se juger comme incompétents, ça évacue le conflit identitaire qui permet une centration sur la tâche.
Et donc je pense qu'Alain Alain Campbell, il a eu une idée de génie. Et alors j'ai dit donc que c'est pas possible chez les compétents parce que peut-être que j'arriverai pas au bout de l'exposer. Mais donc je vous l'ai dit. Hein, donc chez les gens compétents, ça va vous brûler la bouche que d'avouer que c'est externe. D'ailleurs, je vous dis, ils font pas. Ils font pas. Ils font tout le temps de l'interne. Quand on leur dit que vous êtes excellent, ils sont comparés à quelqu'un d'excellent. Toujours interne. Et ils acceptent. Et ils acceptent pas l'interne. Sauf si on leur permet de réaffirmer leur soi, avec une technique du type style comme ça. S'ils arrivent à affirmer le soi, là, ils continuent à être interne, bien évidemment, mais ils acceptent l'attribution externe. On les a... Ok, bon, peut-être j'aurai le temps d'en parler, mais ce n'est pas sûr. Voilà, et puis les éléments de la menace, juste quand même, pour les situations où l'individu est incompétent, enfin la situation mentionnément qu'on a dit, relativement incompétent par rapport à quelqu'un de compétent. Bon, ben, la première c'est je suis médiocre, mais c'est la même médiocrité qu'ici, hein. On dit au sujet, t'es médiocre, c'est pas bon. Par ailleurs, la comparaison par le renseignant l'incompétence, essentiellement si on induit, mais là il faut induire expérimentalement par exemple par l'interdépendance négative, hein, tu as 100 points, tout ce que tu donnes au prof, c'est toi qui le perds. Là, les sujets ressentent la comparaison par le haut, et on sait, les travaux sur la comparaison sociale ont montré que la comparaison par le haut peut être à la fois positive, mais aussi peut apporter, comme ça on oublie. Sentiment de réduction, j'oublie, parce que c'est voilà. Il y a aussi le fait, alors ça c'est très important, la source exerce une contrainte, c'est ce sentiment, notamment selon le style, surtout le style autoritaire de l'enseignant, qui amène les individus incompétents à se sentir contraints d'accepter. Ben, dans cette situation-là, ce qu'ils font, ben, ils sont contraints, donc ils sont contraints. Donc ils vont accepter, et sur un plan manifeste, ils ne vont pas élaborer. Ils ne vont pas élaborer, mais c'est une menace quand même. Et c'est probablement cette menace qui fait que, bon, ok, je cède, mais j'aime pas céder. Je veux pas. Puis finalement, non, j'arriverai pas, les attentes. Et oui, ça dépend si les gens attendent d'être guidés. Donc, en première année, les étudiants, ils attendent qu'on leur dise ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent croire. Enfin, ils veulent savoir les trucs, ils veulent connaître les illusions, etc. Ils veulent savoir. En quatrième, ben vous, là, vous êtes en cinquième, vous connaissez des tas de théories. Si je viens vous dire c'est celle-là qui est la bonne et pas l'autre, vous direz que non, ce que vous voulez, c'est qu'on s'adresse avec vous avec un certain respect, qu'on accepte que vous ayez des compétences. Vous voulez que vos compétences, c'est vous-même qui bricoliez, etc. Donc, voilà, ce sont des éléments qui vont induire une menace pour l'identité. Alors, le conflit de compétences. Alors, le conflit de compétences, allez, je fais un petit peu d'histoire parce que c'est assez marrant. Alors, ça a commencé comment? Ça a commencé par des études où on travaillait sur le paradigme de 4-6 de Wilson. Donc, il faut faire des hypothèses sur la règle pour laquelle on a... Enfin, en l'occurrence, c'était Genève et Lausanne, c'est deux villes qui marchent bien dans une agence de voyage. Ça a bien marché cette année. Pourquoi? Parce que ce sont des villes suisses ou parce que ce sont des villes au bord de l'eau? Il y a une source qui dit, moi je pense que les sujets, on leur dit, tu penses que c'est des villes au bord de l'eau. Et puis il y a une source qui par exemple dit ce sont des villes suisses plutôt qu'étrangères, et même les manips que je préfère, c'est celle où la source dit ce sont des villes chères. Ça marche bien parce que ce sont des villes chères. Ok, d'accord, il y a une hypothèse. Est-ce qu'on suit l'hypothèse de la source ou est-ce qu'on ne suit pas l'hypothèse de la source? C'est aussi simple que ça, c'est oui ou non. Puis ensuite, on dit au sujet, on a maintenant placé cette hypothèse-là, tu vas la tester. Le scénario, c'est vous faites un sondage téléphonique, puis dans le sondage téléphonique, vous allez tester deux villes, celles que vous voulez. Et en fonction de l'hypothèse du sujet qui a dit que c'était ville chère ou ville au bord de l'eau, on va savoir, est-ce qu'il va faire des villes qui sont confirmatoires de son hypothèse, ce qui est le biais traditionnel que Wilson avait mis en évidence, ou est-ce qu'au contraire, il va faire de l'affirmation, c'est-à-dire se donner quelques moyens de découvrir la vraie réponse. Ça, c'est le paradigme. Et dans cette histoire-là, on dit au sujet, toi, tu es un employé. Tu es un employé, ok. Et puis, voilà, toi, tu penses que c'est des villes au bord de l'eau. Et puis, on a demandé à un novice versus un expert. Alors, l'expert, c'est quelqu'un qui est dans la maison depuis un tas d'années. Depuis un tas d'années.
il conseille l'entreprise, etc. Et puis, cet expert, il a dit, non, ce sont des villes chères. D'accord? Et puis là, c'est un novice. On dit, c'est un apprenti qui vient de rentrer dans la boîte. Et l'apprenti, il a dit, ça marche parce que ce sont des villes chères. D'accord? Je ne vais pas vous donner les résultats sur l'influence, parce que c'est banal. Enfin, pour nous, ça marchait bien. Hein. C'était l'époque où on était encore majorité, minorité, etc. Ben, là, il suivait l'hypothèse de l'expert, un peu, quoi. Mais il faisait que de la confirmation. Et puis le novice, dans ma foi, il suivait pas, bien entendu. On ne va pas imiter un novice, on ne va pas accepter ce que dit un apprenti, quand même, pas présenter. Néanmoins, ils testaient leur hypothèse avec davantage d'informations. Donc nous, ça nous arrangeait plus 0 avec la source au statut, 0 plus, etc. C'est pour ça qu'on a continué, malgré qu'il y avait un résultat qui est complètement loufoque. Le résultat loufoque, c'est, à la fin de l'étude, on demande au sujet quel est le degré d'expertise, de compétence, de novice, de l'expert et de soi-même. Et là, résultat extrêmement clair, les sujets ont une clairvoyance, pas mal, c'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 7, la source experte est plus compétente que le petit apprenti qui vient de commencer. On enfonce une porte ouverte, on est bien d'accord. Hein, mais la logique de la reproduction sociale, mentale du système social, il ajoute parfaitement. D'ailleurs, le sujet, quand il se juge lui-même, il est quand même, en la structure, il est plus élevé que le novice. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, logiquement, il est meilleur que le novice. C'est une banalité affligeante. Sauf que, voilà ce que ça donne quand ils doivent se juger eux-mêmes face à l'expert. Tout à coup, ils se mettent à répondre 5. Ils se mettent à donner plus de compétences à soi qu'à l'expert. Donc la logique sociale, ils la reproduisent parfaitement ici, mais ils ne la reproduisent plus ici. Nous, quand on a lu ça, on s'est dit, on s'est planté dans le codage. Mais il y a une différence significative entre les deux chiffres. Entre lesquels? Pareil, non, entre 5,18 et 5,64. Non, oui, c'est du parasitage. D'accord. C'est ça, plus grand que ça, ça, plus grand que ça, ça, plus grand que ça, ça, plus grand que ça. Après, il y a des subtilités, mais vraiment intéressantes. Enfin, c'est vraiment intéressant ici. Donc, on refait les calculs. On ne s'était pas trompé. Mais ça avait bien marché pour l'influence, donc on refait la même lutte. En disant, on va aller un peu plus haut, on va aller plus loin. Pourquoi est-ce que les sujets, ça marche avec une minorité, pardon, avec une source d'un expert, avec un novice et pas avec un expert? Ben, l'idée, c'est que les sujets, quand ils sont confrontés à une source de basse crédibilité, ils se descendent. Ils sentent sur l'objet, ils sont ouverts. Desmond disait, c'est la pensée divergente. Tandis que face à une source au statut, c'est la pensée convergente, etc. Bon. Allez, on fait de la décentration. La décentration, c'était quoi? C'était une tâche qu'on a. La machine a été faite par Pascal Huguet à l'époque où il était chez nous. Vous avez une boîte noire. Les sujets, un sujet vient et il regarde par ce trou-là. Il y a un petit trou là. Puis qu'est-ce qu'il voit? Il voit un carré. Voilà. On dit à un autre sujet de venir, il regarde là. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un triangle. Ce sujet-là dit ce qu'il a vu à celui-là, celui-là dit ce qu'il a vu à celui-là. Question, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Pas évident, hein? Là, il y a une pyramide couchée. Je dis vite parce qu'il y a des gens qui savent. Il y a très peu de gens qui trouvent. Hein. Il y a une pyramide couchée. Puis on leur fait un discours en disant, ben voyez, pris individuellement, ces deux données sont complètement divergentes. Et néanmoins, c'est bien parce qu'on les met ensemble qu'on arrive à découvrir l'objet. Ce qu'on est en train de faire, c'est amener les gens à se représenter le savoir, non pas comme des savoirs mutuellement exclusifs du genre, si voit carré qu'on voit triangle, c'est qu'il y en a un qui dit des bêtises. Non, c'est de dire, si en mettant ensemble des centrations opposées, ben, on était chez Piaget, hein, la décentration, c'est exactement ça, c'est tu prends en compte les points de vue de l'autre. Donc, on fait ça, et effectivement, je peux vous dire, on a fait ça dans beaucoup d'études, les gens, ils changent leur manière de se représenter la tâche. Ils savent que l'autre, il devient utile, qu'on peut y réfléchir. Et puis après, pof,
on fait l'étude. On fait l'étude avec le paradigme de Cassis de Horizon adapté. Puis vous avez ici les taux d'information. Face à la source expert, il y a très très peu d'informations. Donc les sujets font le truc classique. Face à la source expert, ça marche lorsqu'il y a la décentration, donc lorsqu'il y a cette induction-là. J'ai encore un problème, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi il y a deux facteurs. Donc apparemment, on a deux facteurs qui sont opposés, on ne comprend pas pourquoi ils ne se multiplient pas. Mais bon, peu importe. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ça collait avec notre truc classique. On voulait du plus, du constructivisme chez eux et pas chez eux, et on le trouve. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on redemande au sujet, mais dis-nous, qui est compétent? Et allez, c'est juste l'expérience suivante. Et puis cette fois, on leur dit, vous avez 100 points, donc sur 100 points, vous dites dans quelle mesure la source, l'autre, il est compétent, et dans quelle mesure, etc. La logique de la reproduction, du rapport social, le sujet il est toujours employé, versus un novice, un expert. Et bien voilà, la source experte est plus compétente que la source non experte. Le soi est plus expert, pardon, il est plus compétent lorsqu'il se compare à la source non experte. Donc, ok, magnifique. Sauf que, mais je pense que vous avez compris, hein, PowerPoint, 71-78. Donc là, on s'est dit, on n'a pas vérifié le codage. Cette fois, on s'est dit, ils doivent être sacrément motivés pour être aussi menteurs. Ils doivent être sacrément motivés parce qu'ils savent bien qu'ils sont moins bons que le conseiller. Ils sont moins bons que le conseiller, et puis, néanmoins, vous allez dire, mais ils inventent leur truc, c'est pas possible. Je vais vous montrer qu'à Aix, on faisait la même chose. Je dis on faisait, parce que c'était des gens dans le codage qui avaient fait cette étude. Et là, donc, on s'est souvenu, je suis souvenu d'un truc que j'avais vu quand Jean-Paul était encore là. Et finalement, j'ai réussi à retrouver le document. C'est un article paru dans les cahiers de psychologie en 1973, ça ne nous rajeunit pas. Et il a fait une manip absolument géniale, dans laquelle les gens devaient évaluer des longueurs de 35 à 1,50 m, un truc comme ça. Et puis, il avait un système, il y avait 3 compères et le sujet. Alors, je ne vous explique pas le détail, parce que c'est très compliqué, c'était du Jean-Claude, c'était vraiment hyper bien fait. C'était magnifique, hein. Il était génial, ce type. Ce qui s'arrange, c'est que c'est difficile quand même d'évaluer, donc chacun répond, le sujet aussi, et puis ils font 3 fois le même essai pour tout le monde, chacun répondant, etc. Les ordres sont contrebalancés, c'est bien fait. Puis à la fin d'un essai, on demande au sujet, la tâche des sujets, attention, la tâche des sujets, c'est d'ordonner les membres selon le correctness, je n'ai plus traduit en français. On dit qui est le premier, qui était le plus correct, qui était le deuxième, qui était le troisième, qui était le quatrième. Alors le sujet, bien entendu, il doit réfléchir, il doit écouter, hein, parce que c'est pas donné, c'est pas évident. Il y avait quand même un travail. Pas évident, mais quand même. Hein. Mais pas complètement impossible. Et Jean-Paul avait fait un truc où il s'était arrangé pour qu'il y ait toujours un compère qui soit correct. C'était jamais le même, bien sûr, ça changeait. Mais il y a toujours un compère qui est plus correct que le sujet. Donc, il n'y a que 3 essais, bon, peu importe, il y a 3 essais sur je ne sais pas combien de centaines où le sujet, par hasard, avait la réponse correcte. On les oublie, c'est du lui. Toujours, on va accepter ça, il y a toujours un compère qui est correct. D'accord? Et puis ici, j'ai simplement reproduit ce qu'il avait trouvé. D'ailleurs, j'aurais dû cacher une partie de l'information parce que ça ne vous intéresse pas. Le rang du compère, qui est toujours premier, dans 20% des cas, on le classe comme premier. Pas très faire, hein. Bon, 31% des fois, il est classé en 2e rang. 28%, 21% en 3e et 4e rang. On est en train d'assister à un phénomène de dérogation, ça a du sens, derogation, non, c'est pas vrai. De dénigrement, de déni, de disqualification
de l'individu qui est le plus compétent, puisqu'on sait qu'il est compétent objectivement. Puis quand on regarde ce que les sujets font, bah là, ils sont vraiment pas très fair-play. Ils ne sont jamais premiers. Ils sont jamais premiers. 37% des fois, des réponses, ils sont en premier. 27 fois, bon, alors après, en deuxième, etc. Alors, et puis alors, Jean-Paul fait des trucs absolument magnifiques. Il prend les gens qui sont en deuxième ou en troisième ou en quatrième position. Je n'ai pas fait le tableau parce qu'il faut lire son article. Et bien, les sujets qui font ça sont essentiellement les sujets qui sont deuxièmes. Les deuxièmes ne supportent pas de ne pas être premiers. Tandis que les troisièmes et les quatrièmes, ils ne font pas ça. C'est bien qu'il y a un truc spécifique. C'est comme... Alors, pour nous, c'est une évidence. Et naturellement, Jean-Paul, lui, il associe ça à son phénomène de conformité supérieure de soi. Il fait une analyse tout à fait... Je pense qu'il ne parle pas de conflit de compétences. Mais c'est exactement ça. Hein, c'est vraiment... Il y a des enjeux. On a envie d'être compétent. Et pour être compétent, ben, il faut être le premier. Pas que le deuxième. On peut lier ça aux études qui montrent que les deuxièmes dans les coupes du monde, les deuxièmes sont toujours beaucoup plus tristes que les troisièmes, parce que les deuxièmes, ben, ils ont raté la première, bien entendu, tandis que les troisièmes, ils ont juste raté le quatrième échelon, donc ils ont eu la médaille, ils sont enchantés. Il faut être premier ou troisième, il ne faut pas être deuxième. Bon, on les plaint, hein, les chéris. Alors, voilà, juste pour dire qu'on a retrouvé quelque chose qui avait été découvert par ailleurs. Voilà. Et le problème, c'est que l'idée qu'on a eue avec Alain Pienza, c'est qu'il y a deux dimensions. Je dis qu'il y a deux dimensions parce qu'elles s'additionnent. Et on ne comprend pas pourquoi elles s'additionnent. D'une part, il y a une représentation de la tâche. Les sujets, dans cette situation-là, ils n'arrivent pas à se représenter la tâche comme ça. Pour eux, c'est si tu dis carré et l'autre dit triangle, il y en a un des deux qui se plante. Il y en a un des deux qui a raison, l'autre a tort. 0,1. Tandis que, voilà. Alors l'idée, c'est que si on veut changer la dynamique, donc on attend que la dynamique du conflit de compétences se retrouve dans la situation où les gens pensent que si l'un a raison, l'autre a forcément tort. Par ailleurs, on pense que c'est aussi une représentation du rapport de compétences, c'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on a vu avec le truc de Jean-Paul, là, les sujets, ils étudient une échelle, ils ont dans la tête, ils se comparent avec une échelle négativement interdépendante. On pourrait dire, moi je vaux 50, l'autre il vaut 50. Si j'ai le malheur de donner 55 à l'autre, il ne me reste que 45. C'est aussi insupportable que d'être deuxième dans la situation de Jean-Paul. Et l'idée c'est, si on veut contrecarrer cette dynamique du conflit de compétences, je suis fatigué un petit peu, excusez-moi, cette dynamique du conflit de compétences, eh bien, il faut changer la représentation de la tâche. Donc, ce qu'on va faire, à la moitié des sujets, on ne va rien leur dire, par défaut, tu dis carré, celui qui a triangle a tort, pour simplifier, versus on induit la décentration, on l'induit de manière différente, mais je crois que je ne vais pas faire de temps avec cette induction. Un exemple, d'accord, je vous la montre, Et puis, je le ferai. Et puis, l'autre, c'est impossibilité donc c'est utilisation soit d'une échelle négativement interdépendante, soit d'une échelle indépendante, c'est-à-dire que les sujets, ils ont 100 points pour soi-même et 100 points pour l'autre. Lorsqu'il y a l'interdépendance négative, les sujets jouent assez bien le jeu, c'est-à-dire que la corrélation est de -1. Je vous dis tout de suite que lorsqu'ils ont à se comparer de manière indépendante, la corrélation arrive à être plus de 60. C'est-à-dire que quand tu changes la représentation du rapport, les gens ils ressentent plus conflit. Comme par hasard, ils ont des comportements qui ne sont pas conflictuels. D'accord? Et c'est ce qu'on a fait à... Mon Dieu, je vous la raconte. C'est très rapidement. Hein. C'est une étude qu'on a faite avec Outera, et qu'on a publiée là-dedans, enfin peu importe. Et donc, effectivement, c'est un étage de 4-6 de Weisel. Donc, décentration ou pas de décentration. Et puis, comparaison 100 ou 200, ce que je vous ai dit, d'accord? Et effectivement, on trouve deux effets qui se cumulent. Il y a deux effets principaux. Moi, j'aurais mis l'interaction, non, là-bas. C'est-à-dire, la tâche de décentration a un effet. Quand on a fait la tâche de décentration, on leur a montré qu'il fallait utiliser de savoir pour construire un savoir supérieur
une espèce d'abstraction réfléchissante selon Piaget, eh bien, effectivement, là, il y a de l'affirmation, donc il n'y en a pas ici. Et puis l'autre, c'est quand on centre les sujets sur l'indépendance des jugements, corrélation, je ne l'ai pas marqué ici, mais je peux vous dire, point 61, plus point 61, il y a plus d'affirmation que dans ces situations-là, où la corrélation, comme je vous l'ai dit, elle est à peu près de moins 1. On a quand même demandé au sujet, vous vous rappelez qu'on a demandé au sujet de diviser les points en 100 ou en 200, des interdépendances négatives ou pas. Là, vous voyez, lorsqu'il y a l'induction, on a dit au sujet, j'ai oublié de vous dire, les sujets, ils ont fait une tâche de mathématiques. Puis on leur a dit, vous êtes excellent. Vous voulez 78. D'accord? Et on va vous donner les résultats de quelqu'un qui vaut 78. Même âge que vous, même sexe que vous, même formation que vous, attribut relié, équivalent. Lorsqu'on prend ces cases avec la décentration et l'indépendance des jugements, donc la situation la moins conflictuelle, maximum d'affirmation, donc de constructivisme, mais surtout, vous voyez les points. En gros, on leur a dit 78. Je simplifie, mais en gros, on leur a dit 78. Comme vous voyez, il donne 80-75, il n'y a pas de différence. Les sujets restituent parfaitement le feedback qu'on leur donne, alors même qu'ils sont les deux compétents. On prend la situation sans décentration et avec l'interdépendance négative des jugements. On n'invente pas. On n'invente pas 71-29. C'est un effet robuste, ça veut dire quoi? C'est que les individus ont une terrible motivation lorsqu'ils sont en situation de comparaison latérale et qu'ils sont déclarés supérieurs. C'est que visiblement ils ont quelque chose à perdre. Et notre analyse, c'est de dire ces sujets, ils sont compétents et ce qu'ils risquent de perdre, et c'est une menace pour leur identité, c'est justement cette compétence. Vous êtes convaincus de cet effet, j'espère. Là, il est massif. Hein. Il est impressionnant. Moi, il est plus beau. Il peut me trouver dedans. Je vous le fais parler. Le même et Cassor 1972. Putain de psychologie. Ils ont si fait des choses géniales, ces gens-là. Ils ont fait un machin, j'arrive plus à vous rappeler parce qu'en plus, il faudrait que j'ai l'article à côté. Ils ont fait aussi faire des comparaisons. Et ils sont dans cette situation. Il y a quelqu'un qui est juste un peu inférieur à la comparaison. Et quand on traduit leur échelle en 100 points, on arrive à 70. On arrive à 70, 70 points. Exactement le même résultat. Donc on n'invente pas. On n'invente pas. C'est une motivation incroyable que les sujets ont. Ils sont capables de faire 80-75. Et là, ils sont dans une situation où ils sont en train de se défendre en dénigrant l'autre. Et on a vu dans l'étude de Codot que les sujets ne vont pas simplement se surestimer, mais en même temps qu'ils surestiment, ils dénigrent la source. Ben c'est clair. Si je veux établir une distance entre moi et la source, il faut que je me valorise, mais tout ce que je peux faire pour dévaloriser la source, c'est pas perdu. Et je vous montrerai d'ailleurs jusqu'où les sujets sont prêts à aller pour faire ça. D'accord? Alors, donc, les sujets, ils ont de la compétence à perdre. Ok. Est-ce que l'influence, elle est possible dans ce cas-là? Ben non. Ben non. Si je suis compétent et que j'accepte ce que dit l'autre, ben forcément, je perds ma compétence. Parce que si je suis compétent, donc je ne peux pas. Donc, hypothèse, on ne peut pas imiter l'autre. Je pourrais sauter ça parce que ça vient de paraître dans le Journal of Personality and Social Psychology. Impact Factor, il publie n'importe quoi, mais c'est un gros impact. Enfin, sauf que de temps en temps, il publie un peu pas mal. C'est affligeant ce qu'on doit écrire pour publier là-dedans, bien sûr. On réfléchit plus, on récite. Mais bon, on va rentrer dans ces discussions-là. Paradigme, très rapidement. Hein, parce que je arrive au dernier paradigme quand même. C'est un paradigme sur le savoir économique. Alain Kamzen est un type assez fou, caractériel, mais génial, qui pendant qu'il faisait sa thèse de doctorat sous ma direction, il a fait une licence
en sciences économiques et sociales. Puis comme il ne savait pas que faire après, il a fait un bachelor en droit. Donc c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que l'intersétiel, qui sait ce que c'est entre autres les sciences économiques. Donc lui, il avait des bases. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pré-test. Il fait un pré-test et puis je ne vous explique pas la mise en scène. C'est terrible. Vous imaginez un tsunami juste avant que ça arrive. Alors, on imagine une catastrophe dans une île, et puis voilà, l'économie est détruite. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer le maximum de recettes fiscales? Et donc, on donne des pourcentages, et puis voilà. Donc, et on regarde, quelle est la croyance des sujets? La croyance, c'est celle-ci. La croyance, c'est plus on taxe, plus on a de recettes fiscales. D'accord? Les sujets, bien entendu, pas tous ça. Vous aussi, moi aussi, pour simplifier. Voilà. Hein? Et ensuite, lors de la phase d'interaction, on va mesurer ça sur les échelles en 7 points. Pas important. Plus, ce sera... Enfin, moins, ce sera... Enfin, voilà. Et puis, lors d'une phase d'interaction, ils vont être confrontés à une source, bien entendu, sur la base d'un pré-test, un QCM, sur la base d'un QCM sur le savoir économique, on leur dit « t'es excellent, vous êtes excellent ». Échelle en 6 points, 2, enfin, bref, ils sont excellents. Pas parfaits, mais excellents. Voilà. Puis on leur dit « voilà, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas toujours comment bien s'évaluer, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner les réponses données par quelqu'un. L'ordinateur va choisir l'ordinateur va choisir quelqu'un qui a le même âge que vous, même sexe que vous, même formation que vous, et puis voilà. Hein? Puis qu'est-ce que découvre le sujet? En gros, il découvre, c'est la même chose que sur les études qu'on a faites sur le groupe d'un idéal, ben, il trouve que la source est en train de dire l'inverse. C'est-à-dire qu'elle est en train de dire, non, plus on taxe, moins on a d'argent. Ok? C'est raisonnable. Ben vous, plus vous gagnez de l'argent, plus on vous taxe, plus vous allez en cacher. Ok? Voilà. C'est ce que j'appelle caché. La réalité, c'est la courbe de l'affaire. Il faut taxer, mais il faut taxer modérément. Ne demandez pas pourquoi. Les raisonnements économiques m'échappent totalement. D'accord? Donc le paradigme, vous voyez, c'est très simple. Donc on a une mesure avant, une mesure après qu'ils aient été confrontés à la source. Si les sujets diminuent la taxation, ben, il y a de l'influence. D'accord? Alors l'hypothèse est toujours les sujets dans le conflit de compétences qui sont dans un univers, dans une représentation dans laquelle ils ne peuvent pas concevoir qu'on puisse être compétent et avoir des points de vue différents. Ils n'ont pas une représentation en termes de décentration, donc ce qu'on fait, c'est que dans une condition de contrôle, on ne fait rien. Dans une condition de conflit de compétences, on fait le conflit de compétences habituel. On suppose qu'il n'y aura pas d'influence, puisque le conflit de compétences par défaut s'appelle influence, versus la même chose, mais on ajoute cette démonstration-là. Donc on introduit la décentration. Ce n'était pas celle-là, je vous la fais rapidement. C'est Alain, bien entendu, qui a voulu faire se différencier, parce que il est compétent, il veut être plus compétent que moi, donc il a fait une nouvelle tâche, qui fait exactement la même chose, ou à peu près. Donc les sujets, ils voient un poisson pendant 2 secondes, et puis ensuite on leur dit que la source, donc quelqu'un d'autre, ben, on lui a montré ça, puis il a vu une femme. D'accord? Non? Puis on leur dit c'est quoi la vraie image? Bon, je vous le dis avant que vous ne le deviniez. C'est pas facile. Ah ben non, c'est pas facile. Pas de poisson. C'est une sirène. Voilà. Ben voilà. Donc tu dis ben voilà, c'est évident. Ben on dit ouais, c'est pas si évident que ça. Oui, c'est évident, mais tu l'as pas vu. Tu l'as pas vu. Et on reprend ça, puis on dit vous voyez. Ah non, qu'est-ce que je fais moi? Mon ami. Voilà, elle est là. Et tu vois, au lieu de rigoler et de ricaner dans ton coin, tu aurais pu voir qu'ici il y avait des cheveux. De ricaner, tu aurais pu voir qu'ici il y avait une nageoire. Donc, voilà. Puis on explique que c'est très difficile, qu'il y a des indices qui sont très difficiles, et que donc, il faut croire ce que les autres disent. Il est en train de refaire la manipulation là, d'accord?
Et effectivement, on a des mesures sur la représentation qu'ils ont, effectivement. Enfin, pour ceux qui sont vraiment intéressés par les voir l'article dans le JPSP, tout est décrit. Effectivement, les sujets sont convaincus ici que quand on a des hypothèses différentes, il ne faut pas rejeter le point de vue de l'autre. D'accord? Et puis, dans cette étude, voilà, par exemple, à la question, lorsque deux personnes donnent une réponse différente, que l'un répond correctement implique que l'autre se trompe, non, et c'est surtout vrai ici où il y a eu la décentration. C'est pas vrai où il n'y a pas la décentration, et il n'y a pas de différence avec le groupe de contrôle. C'est la représentation par défaut. Et en termes d'influence, vous avez ici le changement. Dans l'article, ils nous ont cassé les pieds, ils ne voulaient pas des mesures de changement, ils voulaient des mesures de post-test ajustées au pré-test. On y gagne vraiment. Je vous donne les différences, parce que c'est exactement la même chose, bien évidemment. Et en l'occurrence, sur une échelle de 1 à 7, le changement, donc les sujets au début, vous voyez, ils sont à 5,5 en gros. Et bien après, le changement, moins 56 uniquement lorsqu'on introduit la décentration, pardon, la sirène. Et puis pas de changement du tout, dans la condition de conflit de compétences. Donc par défaut, on met deux compétences ensemble, les sujets ils se bloquent, ça n'a pas d'influence. On refait ça, on a publié 5 manips dans le même article. Il faut les choisir, hein, pour qu'elles collent bien ensemble, parce que, bon, heureusement on en a rigolé bien. Donc en l'occurrence, on refait le même plan, décentration par décentration, sauf que il faut vérifier que ce n'est pas parce qu'on donne une tâche à faire de décentration simplement, donc, parce qu'il y a une tâche, les sujets ont pu se travailler. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la même tâche. On a montré la petite sirène, enfin, on a montré le poisson versus le bus de femme, et puis on a expliqué au sujet que, vous voyez, vous aviez les cheveux, donc ça suffit, vous avez les nageoires, donc il ne faut pas écouter ce que les autres disent, il faut bien regarder ce qu'il y a sur l'objet, donc on dit, c'est induction inverse. Effectivement, induction inverse, c'est le changement, donc vous voyez, rien, bien entendu, c'est le conflit de compétences, la décentration, visiblement, c'est induit. Et puis, il y a 3 autres études que je vais les synthétiser, parce que j'ai envie de parler de 2 autres paradigmes. Dans une tâche, c'est vraiment de l'exercice de style. C'est pas intéressant, mais il fallait le faire. En l'occurrence, il faut montrer que c'est une dynamique qui est spécifique à une soupe quand le sujet compétent est confronté à quelqu'un de compétent. Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais c'est peut-être simplement la décentration qui a dit ça. Ok, on le fait. Et on a comparé, le sujet est toujours compétent, la source est soit de haute compétence, on retrouve l'effet. Donc ça c'est plus bas, donc les sujets ont diminué, ça marche bien, sans la tâche, et puis lorsque la source est de basse compétence, la décentration n'a aucun effet, mais c'est normal. Pour me décentrer et utiliser la réponse de l'autre, il faudrait quand même que l'autre me donne des garanties que ce qu'il va dire est correct. S'il est incompétent, il me donne des garanties qu'il ne va pas être correct. Donc j'ai la décentration, mais il ne sert à rien. Et effectivement, les sujets ne changent pas. Vous voyez, voilà, 5, 5, 5, on est dans les mêmes eaux. La seule condition où on change, c'est décidément, lorsqu'on change la représentation de la tâche, on change de comportement. Enfin, on change la croyance, en tout cas. Et puis, on a refait l'étude. On a refait l'étude qu'on a vue tout à l'heure avec Boutera. Dans un cas, on induit la décentration, on n'introduit pas la décentration. Comparaison, interdépendance négative, indépendance. C'est le même plan. Ce sont à peu près les mêmes effets. C'est-à-dire que, en gros, la seule condition où vraiment les sujets se bloquent et puis ne démordent pas de leur position, c'est celle de conflit de compétences, lorsqu'il n'y a à la fois pas de décentration et qu'ils ont une représentation en interdépendance négative. On modifie ça, soit lorsqu'on introduit de l'indépendance de jugement, soit qu'on introduit de la décentration. Ok, c'est bien de répéter les choses, etc. Et puis, il y a une dernière étude, je vous l'ai dit quand même, au principe. Tout ça ne montre pas que c'est l'identité qui est importante. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va montrer, enfin, paraît-il, mais bon, ils ont trouvé que oui, qu'on le montre. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le paradigme de Steele sur l'affirmation de soi. Steele dit des trucs comme moi, je ne crois pas, mais ça marche. Il dit qu'on peut s'auto-valoriser sur n'importe quoi, et puis, on permet ensuite de prendre des baffes.
c'est un buffering effect, effectivement. Et donc, dans un cas, les sujets n'ont rien fait, pas d'affirmation. Et puis, dans un autre, on leur a dit soit de s'auto-affirmer, soit d'affirmer quelqu'un d'autre, selon la technique de Shebuki. Mais enfin, c'est dans l'équipe. Et effectivement, donc, le sujet dit quelles sont les valeurs qui sont importantes pour lui, il explique pourquoi c'est important pour lui. Et voilà, bravo, il y a de l'influence. Et puis, on est content, c'est l'identité. Ok. Je passe à le sujet de la manip. Je ne suis pas convaincu de l'explication. Enfin, je ne l'aime pas. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas influencé quand on est compétent. On fait une manip. Et là aussi, il faut faire des manips si on veut être contredit par la réalité. On fait une manip, les sujets ils font ça, ils font des matrices de Ravel, vous connaissez, je rentre pas, hein, ils remplissent les matrices de Ravel. Puis on leur dit, ben non, vous êtes brillants. Ensuite, on leur fait faire une tâche EK47. Weizen, vous connaissez, d'accord? Donc, derrière chaque moyenne, il y a un nombre, les sujets se trompent, ils prennent P, c'est juste, mais ils prennent 4, c'est faux. Ok, la plupart des sujets font la même chose. Voilà. Et on va supposer que les sujets prennent P et Q, et ben, la source va faire non P, non Q. Je signale que dans le bouquin de Villette, c'est la tâche de Watson. Oui, mais c'est une grosse erreur. La preuve que Willem ne relie pas ses textes. La table des matières. Oui, dans la table des matières, je comprends qu'il est parti quand même. Alors, dans la tâche de Wilson et non pas de Watson, voilà, donc la source dit 4-7, puis on regarde si les sujets changent ou pas. D'accord? Le temps passant, je suis obligé d'aller vite, mais c'est vraiment très simple hein, comme paradigme, tout le monde fait. Élémentaire des Watson. C'est juste. Voilà. Ouais, ben là, j'ai un couac. J'ai un petit couac. 2 secondes. Ah voilà, je suis allé trop vite. Hypothèse. Donc, toujours, donc c'est un autre paradigme. On utilise, vous avez compris qu'on est passionné par la représentation de la tâche. Donc, décentration, pas décentration, c'est ce qu'on appelle sirène. Et puis, condition de contrôle où les sujets font rien. OK. L'hypothèse, c'est que les sujets vont imiter la source quand il y a la décentration. D'accord? Hein? Bon. C'est pas bien fort. Ils imitent 0.26 fois contre 0.06, c'est significatif. Hyper content, ça marche. Sauf que, imprévu au programme, ils imitent aussi quand il n'y a pas la décentration. Ben, de temps en temps, les manips, ça sert aussi à ça, à se contredire. Et puis, il y a des tas de questions, je vous les passe. Et il y a une question, c'est, on ne l'a pas posée comme ça, mais imaginez, vous êtes compétent. Hein? Vous venez d'imiter. Vous n'aimez pas le faire. La preuve, c'est que vous ne le faites que quand il y a la décentration. Ben là, pour une raison ou pour une autre, vous l'avez fait. Et je vous demande, vous avez imité pendant le... Donc la question, c'était ça. Est-ce que vous avez repris les réponses de l'autre? Bien entendu que non, en moyenne. Mais néanmoins, il refuse de le dire plus lorsqu'il n'y a pas eu la tâche de décentration. Alors nous, on s'est dit, alors vous imaginez, Kamsa, rouleau compresseur, il y a un truc là derrière, qu'est-ce que ça peut bien être? Ce qui est sûr, c'est que ça fait mal aux sujets compétents de reconnaître. Ça leur pose un problème de reconnaître qu'ils ont imité s'il n'y a pas la décentration. Et l'idée sur laquelle on s'est acheminé, c'est de dire, ils sont tellement vicieux, les sujets compétents, dans un conflit de compétences, qu'ils préfèrent ne pas imiter, mais peut-être qu'ils préfèrent imiter si, par hasard, il y avait le moindre risque de ne pas être le plus compétent en termes de toute l'histoire. Hein? C'est le truc des sujets qui n'aiment pas être deuxième chez Econome. Alors, on a rigolé le paradigme, et puis les sujets, on leur a dit non, mais il y a deux bonnes réponses, mais il suffit d'en donner une. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, les sujets? Ils prennent P. Ils prennent P parce que c'est la plus évidente. Alors, ils prennent P, voilà, ok. Puis après, on leur dit voilà, on leur dit comment ça marche. On leur dit bon, ben voilà.
Maintenant, on va vous dire ce qu'a répondu quelqu'un qui a le même sexe que vous, même âge que vous, même, enfin, attribueriez parfaitement exact, et qui a le même score que vous. Quelqu'un de bien, hein. Il y a toujours les matrices d'Arden. Puis là, on rajoute une petite manipulation que je trouve assez délicieuse, c'est de dire, bon, dans un cas, on dit, bah, il y a toujours deux réponses correctes, hein. Enfin, on ne dit rien de plus. Puis dans l'autre, on dit, attention, donc, juste vous dire, les deux réponses sont correctes, hein. Mais il y a l'académique qui est un peu plus fidèle. Comme ça, d'accord? On est en train de dire au sujet, tu peux y pourrir. Et on a fait ça de deux manières. Une, c'est en disant ça, puis l'autre, c'est en changeant la réponse que la source prend. Là, les sujets, ils font quoi spontanément? Ils prennent la 4, ils prennent EK47, ils prennent 4. Hop, hein. Et ce qu'on a fait, c'est que dans une condition, la source prend 4, ce que le sujet ferait parce qu'il pense que c'est juste. C'est ce qu'il ferait si on lui demandait de le faire tout seul spontanément. Et puis dans l'autre, la source prend un 7. Et la 7, ben, c'est pas correct. Les sujets ils pensent que c'est pas correct. Donc, nous, on sait que c'est correct logiquement, mais c'est pas correct subjectivement. Et les résultats sont ceux-là. Voilà. Lorsque, donc, on est d'accord, la carte 7, les sujets pensent qu'elle est fausse. Hein. Et quand on dit rien, on dit, il y en a deux qui sont bonnes. Stop. Ben, le sujet, en prenant P, il n'a aucun doute, il sait bien qu'il est juste. Ben, il est nul, il n'est pas nul, il ne change pas. Aucun sujet ne change. On prend la carte fausse, on lui dit, ben écoute, il y a quand même une carte qui est plus futile. Ne change pas beaucoup, mais enfin, on va. Hein. C'est statistiquement significatif. On prend la 4 cartes. Globalement, vous voyez que la carte 4, on la prend, mais c'est banal, parce que les sujets, spontanément, ils prendraient la carte 4. C'est d'autant plus urgent de prendre la carte 4 qu'elle est calée quand même. Et par ailleurs, bien entendu, point 20 devient point 48 lorsqu'on dit au sujet, tu as le risque que l'autre soit meilleur que toi. D'accord? On a fait 2-3 manips là-dessus. Effectivement, en gros, on arrive à montrer que c'est comme ça. Et le problème, c'est de montrer que c'est bien un problème identitaire. Alors, on l'a fait à notre manière. Je ne suis pas toujours convaincu qu'il y a un bon truc, mais c'est comme ça qu'on a fait. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait passer l'échelle de Rosenberg, l'échelle de self-esteem au sujet. Puis on a des sujets qui ne s'aiment pas trop. Ils ne s'estiment pas trop, il y a des sujets qui s'estiment. On est dans les moyennes habituelles de 5 sur l'échelle en 7 points pour. OK. Voilà, on prend ceux qui sont en dessous de la médiane, ceux qui sont en dessus, etc. L'hypothèse, c'est qui c'est qui va être, parmi les gens compétents, qui c'est qui va être le plus menacé? Logiquement, ça doit être les gens qui ont une moindre estime d'eux-mêmes. Puisqu'on sait que l'estime de soi, elle sert justement d'effet tampon dans des situations qui peuvent être menaçantes pour nous. Et les résultats, effectivement, ils sont ahurissants. Hein. Donc, une situation dans laquelle donc, les sujets, point 17, etc., les sujets qui sont hauts en estime de soi, ils n'en ont rien à faire, ils sont compétents. De toute façon, ils ont l'estime, ils ne sont pas dépendants du contexte, pas aussi dépendants du contexte, tandis qu'eux le sont extrêmement, 88, c'est assez fou. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête de ces sujets? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une sacrée motivation à ne pas être inférieurs à l'autre. Je pense que ça rajouterait à leur estime de soi. D'accord? Donc, on n'imite pas, mais enfin, on peut imiter. D'accord? Dernière chose, donc, dernier paradigme que je vais vous présenter. Donc, quand on est compétent dans un rapport de conflit de compétences, sans qu'on ait une représentation en termes de décentration, etc., on a besoin d'être le meilleur. Jusqu'où on ira pour ça? On a vu que symboliquement, on est prêt à mentir, puisqu'on nous dit qu'on vaut 78 et l'autre 78, puis on dit je vaux 71 ou 39, 29.
on ment. Actuellement, on essaie de montrer qu'ils trichent. Les gens sont prêts à tricher, mais on n'a pas encore trouvé le paradigme bien fait. On a des trucs sur l'état, voir si. Alors, on a utilisé un paradigme. Alors, l'idée, c'est qu'ils sont prêts à mettre les bâtons dans les roues de l'autre. C'est-à-dire de faire ce que Will disait, c'est de la comparaison par le bas active. Si j'arrive à massacrer l'autre, ben, je vais le faire. Vous voyez que nous avons une très haute estime des gens en conflit de compétences. Hein. Mais quand même, quand on fait 71, 29, c'est pas possible. Il y a une motivation terrible derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le paradigme un matériel qu'on a trouvé chez Klein dans le GPSP. C'est... Là, il peut bien aussi. Alors, les sujets font une tâche leur. Comment ça marche? Bon, là, j'ai un petit blanc. Ah, voilà. OK. Ils ont une tâche dans laquelle ils doivent compléter des mots. Travail. Voiture. OK? Bon. Ce qu'on essaie de leur faire, c'est un prétexte pour donner un feedback. On va leur dire qu'ils sont excellents dans cette tâche. Ils sont deux, hein, ils arrivent deux au labo. Il y a une séparation, ils s'assoient un ici, un là, et puis on leur demande de répondre au test. Répondre au test. Le test va servir à leur dire à tous les deux qu'ils sont compétents, qu'ils sont excellents. Mais il leur sert aussi à autre chose, je pense que peut-être vous l'avez vu. C'est plus facile, mais ça je vous dis si vous ne le savez pas, je vous dis que c'est plus facile de finir les mots que de les commencer. Et effectivement, les sujets le savent quand on contrôle, les sujets savent très bien que c'est plus difficile de faire des mots comme ça que des mots comme ça. Puis alors on va dire voilà, on les a mis dans une mais sans influence cette fois. Situation de conflit de compétences. Le type d'à côté, il est aussi compétent que moi. Et à ce moment-là, nous aussi j'ai OK, on va continuer, on va faire une tâche du même type. Mais pour varier un petit peu, cette fois-ci, vous qui allez faire la tâche pour l'autre. Lui, il va vous la faire pour vous, vous allez la faire pour lui. C'est vicieux. Hein. Voilà. Et les sujets, ils en ont une dizaine, comme ça. On leur met fenêtre, et puis ils doivent décider s'ils mettent fun ou trop. Si vous avez envie de flinguer votre voisin, vous allez mettre trop. Bien évidemment. Lu, vous allez mettre lu. Si vous voulez coincer, vous ferez bravo. D'accord? Puis on fait ça 10 fois, puis on regarde. Simplement le nombre de fois. On met les sujets, font bravo au lu. D'accord? Et voilà. Nombre de mots difficiles sur 10. Je suis excellent, l'autre est excellent. 6,67 sur 10. Je lui fais des difficiles. Puis c'est bien lui que je l'ai fait parce que quand l'autre il est médiocre, je ne lui fais pas. J'en fais que ça. Bon, j'en fais un certain. Non mais bon, je fais moitié-moitié. Hein? Moitié-moitié. Lorsque je dis au sujet, t'es beau, t'es excellent, mais qu'il n'est pas confronté à quelqu'un d'excellent, il en fait 5,74. C'est pas différent, c'est plus petit que quand il est confronté à l'autre. Sans feedback, on lui dit rien du tout, il en fait 5,45. Donc on lui dise ou pas, ça n'a rien à faire. Le seul truc qui sent piquer le sujet, c'est l'autre est confronté à quelqu'un d'excellent. Ceci dit, il y aura bien un petit rigolo dans la salle pour me dire voilà, mais c'est facile. Lorsque je suis confronté à quelqu'un de compétent, je vais lui faire des trucs difficiles pour qu'il puisse exprimer sa compétence. L'hypothèse du challenge. Non. Voilà. Alors, on a testé l'hypothèse du challenge. Alors, comment est-ce qu'on a fait? On a fait la même chose. On confronte un individu, on lui dit qu'il est excellent. On le confronte avec quelqu'un d'excellent ou à quelqu'un de médiocre. Sauf que dans un cas, on dit qu'on va calculer un score individuel. On va calculer vous combien vous valez et l'autre combien il vaut. Versus, on va faire un score collectif. On mettra ensemble vous et l'autre. Vous voudrez ce que vous allez le paquet.
Si je fais du challenge parce que l'autre est compétent et que je veux qu'il puisse montrer sa compétence, ça ne va pas changer selon que le score est individuel ou pas. Si je suis en train de jouer ma valeur, je vais prendre ça en ligne de compte. Et effectivement, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve l'effet habituel. Quand on fait le score individuel, on fait beaucoup plus, beaucoup plus significativement plus de bâtons dans les roues lorsque l'autre est excellent que lorsqu'il est médiocre. Comme par hasard, quand il y a un score collectif, bien évidemment, on est vachement plus gentil. C'est pas significatif, on est même très très gentil avec l'autre qui est excellent. Hein. Conclusion, on a un nombre suffisant de données, semble-t-il, pour penser que c'est comme ça et pas autrement. Puis finalement, une autre étude, et je terminerai par là, j'ai encore d'autres études, mais ça ira. On a mis ensemble, donc, le sujet est déclaré compétent. Non. Ici, non, alors, ok, on va comparer, montrer que c'est spécifique à quand on est compétent. Donc, c'est symétrique. Symétrique compétent, on a l'effet, tandis que si symétrique incompétent, on l'a pas. Hein? C'est une manip complètement bidon, hein, je veux dire, mais quand même on l'a fait. Donc, oui, il n'y a rien qui est comparable, quoi. Sauf qu'on est en situation symétrique, sauf qu'une fois le sujet est excellent et l'autre aussi, versus le sujet est médiocre et l'autre aussi. On ne pourra jamais publier cette manip, hein, on est d'accord? Eh bien oui, effectivement, on fait, dans une situation symétrique, on est bien motivé à faire plus de bâtons dans les roues lorsqu'on est deux excellents que quand on est deux médiocres. L'un dans l'autre, on pense qu'il y a une motivation très très forte des sujets déclarés compétents, de défendre la compétence qu'ils ont acquise, qu'on leur a donnée. Et pour ça, non seulement symboliquement, ils sont prêts à faire du déni, mais ils sont prêts, s'ils peuvent, à agir pour que l'autre se plante. Il y a d'autres choses, mais je crois que je vais m'arrêter. Les situations courantes de l'université, démontrez-vous. Dedans, conflit de compétences, sans décentration et avec interdépendance négative des jugements. C'est un peu pour ça que... Bon, je vais vous dire, une de mes envies, après d'aller même plus loin, j'ai un thésard qui a commencé, puis il a arrêté, puis j'ai plus le courage de faire ça moi-même, tout ça. Je voulais montrer que le peer reviewing, c'était la même chose. C'est-à-dire que le peer reviewing, dès lors qu'il y a des enjeux de compétences, qu'on aurait rendu saillants par des petits trucs expérimentaux, etc., amènerait les gens avec traduction expérimentale à faire plus de bâtons dans les roues. C'est-à-dire d'empêcher finalement les gens d'exprimer leurs compétences, notamment en empêchant. Mais j'attends que je sois à la retraite pour... si je vais avoir encore un ou deux fonds d'ici là. Non, mais bien évidemment, c'est ce conflit-là, c'est bien le conflit dans la communauté scientifique, notamment. Mais on arrive à obtenir ça chez des gens chez qui simplement qui sont compétents. Donc, mais ce qui est important pour montrer parce que bon, c'est sympa, c'est rigolo, hein, on en présente comme ça, mais il ne faut pas rigoler. Ça marche pas seulement chez les gens qui sont compétents. Codol, ils montrent bien que ça marche chez les gens qui sont deuxièmes. Ça veut dire que cette dynamique-là, nous, on l'a observé même chez des étudiants de quatrième année, par exemple. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Il y a une espèce de préfiguration. Plus tu avances dans le cursus universitaire et plus tu as des compétences, tu acquiers des compétences, tu acquiers une représentation de toi-même comme compétente, et ça devient de plus en plus coûteux de changer. Alors, tu vois, donc, plus on commence à prendre des petits galons, etc., ça devient terrible, quoi. Alors, d'autres études plus cognitives, on essaye de montrer, par exemple, on a montré, hein, je ne sais pas si on peut dire une fois, parce que les plans sont absurdes, on essaie de montrer que bah, c'est toujours l'histoire, on a de la mémoire de travail qui est limitée, et on reprend le paradigme classique des tâches, de la double tâche, puis on la compare. Donc, où les gens doivent mémoriser des chiffres en faisant des calculs, versus ce sont des distracteurs, ne mémorisez pas les chiffres.
Puis on réussit les calculs quand on pense que c'est des distracteurs. Et quand c'est de la mémorisation, on mémorise 2, mais on réussit moins la tâche. Et on montre qu'en conflit de compétences, c'est la même chose. Lorsqu'on dit aux gens, on ne leur dit pas de mémoriser autant, on leur dit les points qu'on met, c'est les points que vous et l'autre avez reçus. On les distingue avec des couleurs. Dans cette situation-là, c'est la même condition où on ne leur dit rien. Il y a les mêmes résultats que dans la condition où on leur demande de se remémorer. Ça veut dire que les sujets prennent une partie de leur attention pour bien regarder ce que vaut l'autre. Et ma foi, l'attention qu'ils prennent pour faire la comparaison sociale, ils ne la prennent pas pour faire le calcul. Alors ça c'est... Et puis l'autre paradigme dont je vous ai pas parlé, c'est le paradigme sur l'attribution. Donc on fait la situation en conflit de compétences, avec ou sans décentration thermique. Juste la situation où il y a conflit de compétences, et juste après on leur demande de faire des attributions. Et là, les sujets, ils sont terribles, hein, les sujets compétents. Même en situation où, en termes d'attribuerier, ils ne peuvent pas faire d'attribution interne, ils l'appliquent en interne. Ils font l'attribution interne, et non, parce qu'ils ne font pas l'attribution externe. C'est bon, ça me paraît, je ne trouve pas intéressant non plus, mais c'est important de le faire. Est-ce que là, c'est une manip avec des vrais compétents et des vrais demandés? Oui. Parce que là, c'est l'attribution de compétences. Ouais. Non. Non, on n'a pas fait. On n'a pas contrôlé. J'aurais voulu le faire avec l'histoire des Fujima. Ouais. Mais j'y suis pas arrivé. Je pense que ce sera la même chose. Hein. Par défaut, alors je ne dis pas, il y a probablement des gens... Moi, par exemple, j'ai jamais été un grand compétiteur. Toujours intéressé plus au point. Voilà, mais c'est utile de ne pas se sentir trop compétent parce qu'on travaille au lieu de faire de la comparaison sociale. Je suppose que tu vas aux États-Unis, ça doit y aller parce qu'un système compétitif connaissant, même ton salaire dépend de ce que tu vas faire. Moi, si j'étais aux États-Unis, je ferais du bâton dans les roues à mes collègues. Tout ce que les autres, ils n'ont pas, ça augmente la qualité que je puisse avoir. Je serais bien bête. Donc je pense qu'avec des vraies compétences, ça va marcher. Maintenant, probablement qu'il y a des... Je pense que c'est un principe très général. Et pour que les sujets soient aussi féroces, aussi féroces, ils sont féroces. Hein. Ils sont féroces. Et nous, on pense qu'ils vont jusqu'à tricher. Donc on s'arrange, on est dans la salle, et il y a le collègue qui part, qui oublie ses papiers. Mais on n'a pas encore trouvé on est sûr qu'ils vont les tricher. Ils vont les remarquer. Bref, ils ne veulent pas perdre la compétence qu'ils ont. C'est une menace. Et ça, c'est bon, je ne vais pas expliquer ça non plus. C'est finalement toute l'idéologie méritocratique de la société dans laquelle on vit. Et pour tester ça, on a essayé de tester l'hypothèse que ce serait plus vrai chez les gens qui ont SDO. SDO, c'est donc la Social Dominance Orientation, de, comment ça s'appelle, vous savez qui c'est. Eh bien, ça marche des fois, donc j'aurais pu vous dire que ça marche. Mais comme ça ne marche pas toujours, je voulais pas Tricher, on l'avait fait, et effectivement, les gens trichent. Combien on n'avait pas fait la propre photo, on avait fait ce l'émotion. Mais ils trichent, effectivement. Bon, quand tu as quelque chose à perdre, quand tu as quelque chose vraiment d'implantant à perdre, et que tu l'élabores purement au niveau identitaire et pas au niveau du contenu, c'est... Si vous avez publié, comment vous l'avez fait c'était par rapport, c'est pas un conflit de compétences, mais c'était un conflit par rapport à un recrutement. Et les gars pouvaient avoir des informations ou pas, qui bien entendu ne les favorisaient pas par rapport aux autres. Je veux dire, oui, c'était pas très bon. Alors, les enjeux étaient simplement. Mais on est sûr qu'ils vont tricher. Hein. Mais on fait ça aussi en tenant compte de la religion. De la religion. C'est Alain Kalzani, fou comme je dis. Il est convaincu que les catholiques trichent plus que les protestants. Oui, parce que comme ils ont une morale qui est très basée sur la hiérarchie, si la hiérarchie n'est pas là pour surveiller
Et voilà, tu vois la complexité du truc entre la vidéo et la religion. Comment? Oh, il est il est afghan, il ressemble d'ailleurs à un terroriste. Quand il passe la frontière, je vous assure qu'il a avantage à se raser. Hein. Il est suisse, il est espagnol et il est afghan. Bien. C'est non. C'est un très bon scientifique. Un type tout à fait remarquable qui a des idées folles, mais effectivement, il est persuadé. Et il le fait. Hein, je suis en train de tester avec les ça va marcher un petit peu. Les protestants sont plus intériorisés les interdictions, des choses comme ça. Ils trichent autant, hein, mais ils trichent indépendamment de conditions de surveillance. Les catholiques, quand ils sont surveillés, ils ne trichent pas. Par contre, ils vont être des interdits. Mais c'est pas encore publié, c'est pas sûr que ça sera un jour. Surtout s'il va y avoir des fonds du côté des catholiques. L'avantage à. Non, mais on rigole, mais c'est des processus lourds, hein, quand même. Et qui sont. Et moi, je suis persuadé dans les procédures d'expertise que nous faisons les gens. Moi, je suis expert. Si je veux me valoriser, mais je me bétonne tout le monde. Puis c'est très facile quand on est en situation d'expert. La personne qui est expertise en même temps, donc. C'est sans surveillance. Donc, il faut juste mettre les formes et tu fais en gros ce que tu veux. Bon, Gabriel, il est 4h05, donc je vous propose d'applaudir Gabriel.